Un millionnaire découvre une fillette sale et solitaire au bord d'une rivière, et ce qu'elle lui révèle lui glace le sang. Pierre rentrait d'une réunion d'affaires lorsque son regard fut attiré par une petite silhouette assise au bord de l'eau, complètement immobile, ses pieds frêles effleurant presque le courant froid. Il conduisait sur la petite route de campagne sinueuse longeant la Loire, la lumière dorée du crépuscule baignant le paysage d'une teinte mélancolique. Pierre freina brusquement sa berline de luxe dans un virage serré et s'arrêta quelques instants, simplement pour observer la jeune fille, qui restait figée, comme si elle faisait partie intégrante du fleuve. Elle ne tressaillit pas lorsqu'il sortit de sa voiture, ne tourna pas la tête, ne fit pas le moindre geste qui indiquerait qu'elle avait remarqué sa présence, et c'est ce qui l'inquiéta plus que tout. Il marcha lentement le long de la rive jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'à quelques pas d'elle, et ce n'est qu'alors qu'il put mieux discerner son état. Sa robe beige était déchirée à l'épaule et maculée de taches sombres qui ressemblaient à de la terre humide. Ses cheveux clairs étaient un enchevêtrement de nœuds, collés à son visage barbouillé de crasse. En s'accroupissant à ses côtés, il remarqua de fines égratignures sur ses bras et une coupure rougie sur son genou. À côté d'elle reposait une fine branche de bois avec une ligne de pêche attachée à une extrémité et un hameçon rouillé à l'autre. Une machine si simple et si fragile, comme si elle avait été assemblée avec ce qu'elle avait trouvé sur la rive. Pierre sentit quelque chose se nouer dans sa poitrine en réalisant qu'il s'agissait d'une tentative de pêcher. « Bonjour », dit-il de la voix la plus douce possible, mais la fillette ne répondit pas, continuant de fixer l'eau qui s'écoulait lentement devant elle. Pierre attendit quelques secondes, puis réessaya, cette fois en s'approchant un peu plus et en se mettant à son niveau. « Est-ce que ça va ?» Elle cligna lentement des yeux et tourna son visage vers lui. Ce n'est qu'à ce moment-là que Pierre vit ses yeux d'un bleu limpide, chargés d'une tristesse si profonde qu'elle semblait impossible à contenir dans un si petit être. Elle le dévisagea un instant, comme pour évaluer si elle pouvait lui faire confiance, puis reporta son regard sur le fleuve sans un mot. Pierre jeta un coup d'œil aux alentours, cherchant un signe de quelqu'un d'autre, un adulte responsable, une maison, mais tout ce qu'il vit fut la route déserte d'un côté et une forêt dense de l'autre, ce qui ne fit qu'accroître son malaise. « Tu es seul ici ?» demanda-t-il prudemment. Et cette fois, la petite fille hocha la tête, un mouvement presque imperceptible. Si infime qu'il faillit le manquer. Pierre sentit son cœur accélérer et tenta de garder son calme, pesant ses options, car il était évident que cet enfant avait besoin d'aide, et il ne pouvait pas simplement remonter dans sa voiture et l'abandonner là. « Où sont tes parents ? Ils savent que tu es ici ? » La fillette ne répondit pas tout de suite, continuant de fixer l'eau avec une expression vide, puis elle murmura quelque chose de si bas qu'il l'entendit à peine. « Je n'en ai pas, dit-elle. » Sa voix était rauque, comme si elle n'avait parlé à personne depuis des jours. Pierre sentit son estomac se contracter et se rapprocha, essayant de comprendre. « Comment ça, tu n'en as pas ? Tu n'as pas de parents ? » Elle secoua lentement la tête, le regardant enfin avec des yeux pleins de détresse. « Ma mère est partie il y a longtemps, et mon père. Il est parti aussi. » Pierre déglutit, essayant d'assimiler ce qu'il venait d'entendre, car c'était bien plus grave qu'il ne l'avait imaginé. Et il savait qu'il ne pouvait tout simplement pas ignorer la situation. « Où est-ce que tu vis ? Quelqu'un s'occupe de toi. » La fillette haussa les épaules, son regard se posant sur sa canne à pêche. « Je vis pas loin, mais il n'y a personne là-bas. Je suis toute seule. » Elle le dit avec un naturel qui lui brisa le cœur, comme si être seul au monde était la chose la plus normale qui soit. Pierre dut prendre une profonde inspiration pour maîtriser ses émotions. « Et tu viens ici pour pêcher ? Pourquoi ? » demanda-t-il, bien qu'il connût déjà la réponse, mais il avait besoin de l'entendre de sa bouche. « Parce que parfois j'attrape quelque chose, et alors je mange, » répondit-elle, les yeux toujours fixés sur l'eau. « Il n'y a rien à manger à la maison, et personne ne me donne à manger, alors je viens ici presque tous les jours pour essayer d'attraper au moins un poisson. » Pierre ferma les yeux une seconde, sentant une vague de colère mêlée à un désir intense de faire quelque chose pour changer cela. Il revenait d'une réunion où l'on avait discuté d'investissements de plusieurs millions, d'expansion commerciale et de profits croissants. Et devant lui se trouvait un enfant privé même du minimum vital pour survivre. Un enfant qui essayait de pêcher avec une canne de fortune parce qu'elle n'avait rien à manger et personne pour veiller sur elle. « Comment t'appelles-tu ? » demanda-t-il. Et cette fois, elle le regarda un peu plus attentivement, comme surprise que quelqu'un veuille le savoir. « Manon, » dit-elle doucement, sa voix tremblant légèrement en prononçant son nom. « Et toi ?
Pierre esquissa un faible sourire et tendit prudemment la main vers elle. « Je m'appelle Pierre. Enchanté de te rencontrer, Manon. » Elle fixa sa main un instant, puis la serra avec ses petits doigts sales. Au simple contact, Pierre sentit la fragilité de cet enfant, ses os si fins sous sa peau. « Écoute, Manon, je ne peux pas te laisser ici toute seule comme ça. As-tu faim ?» Elle hocha lentement la tête, et il vit dans ses yeux une lueur de honte mêlée à un timide soulagement, comme si elle avait peur de l'admettre, mais en même temps ne pouvait le cacher. « Alors voilà ce que nous allons faire. Je vais t'emmener dans un endroit chaud pour manger, où tu pourras t'asseoir et avoir un vrai repas, et ensuite nous verrons ce qu'il faut faire. D'accord ?» Manon hésita un instant, son regard se portant sur sa canne à pêche, comme si elle envisageait de refuser l'offre et de continuer à essayer seule. Mais son estomac gargouilla si fort qu'ils l'entendirent tous les deux, et elle baissa les yeux, embarrassée. « D'accord » murmura-t-elle. Pierre sentit une immense vague de soulagement en réalisant qu'elle acceptait. Il se leva lentement et lui tendit la main pour l'aider. Après une seconde d'hésitation, Manon la prit, essayant de se mettre debout et trébuchant presque sur ses jambes maigres, couvertes de petites coupures et d'ampoules. Pierre la retint fermement pour l'empêcher de tomber, puis il réalisa qu'elle tremblait légèrement, pas seulement à cause du froid, mais aussi de faiblesse. Son corps était si petit pour son âge. « Quel âge as-tu, Manon » demanda-t-il alors qu'il marchait lentement vers sa voiture. « 8 ans, répondit-elle. Et Pierre sentit son cœur se serrer à nouveau, car elle paraissait beaucoup plus jeune. La malnutrition et la négligence lui avaient volé la croissance qu'elle aurait dû avoir. Il lui ouvrit la portière arrière et l'aida à s'installer. Puis il prit une couverture qu'il gardait toujours là, la posa sur ses épaules et referma doucement la portière. Pierre s'installa au volant et démarra la voiture. Mais avant de partir, il s'arrêta un instant, essayant de remettre de l'ordre dans ses pensées, car tout s'était passé si vite qu'il n'avait pas encore eu le temps de traiter la situation. Il jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et vit Manon blottie sur la banquette arrière, enveloppée dans la couverture, son regard toujours méfiant, mais avec une lueur d'espoir qu'il n'avait pas vue auparavant. « Tu aimes le bœuf bourguignon » demanda-t-il, essayant de briser le silence pesant. Et pour la première fois depuis qu'il s'était arrêté, il vit l'esquisse d'un sourire sur son visage. « Je n'en ai jamais mangé, » admit-elle doucement. Et Pierre dut ravaler la boule qu'il avait dans la gorge. « Alors, aujourd'hui sera la première fois. Nous allons au meilleur bistrot de la petite ville de province, et tu pourras en manger autant que tu voudras. » Il conduisit sur la route en direction de la ville, essayant de réfléchir à ce qu'il ferait après l'avoir nourrie, car il était hors de question qu'il laisse Manon retourner là où elle vivait seule et sans nourriture. Mais il ne savait pas non plus exactement ce qu'il devait faire. Pierre regarda de nouveau dans le rétroviseur et la vit, la tête appuyée contre la vitre, observant la route avec une expression vide. Il se demanda combien de fois cet enfant avait eu faim, combien de nuits elle avait dormi seule, sans surveillance, combien de fois elle avait pleuré sans personne pour la consoler. « Manon, tu as dit que personne ne s'occupait de toi, mais peut-être as-tu des voisins. Quelqu'un qui sait que tu existes ?» Elle secoua la tête, les yeux toujours tournés vers l'extérieur. « Il y a des voisins, mais ils sont loin, et ils ne me parlent pas. Je crois qu'ils ne savent même pas que je suis encore là. » Pierre serra plus fort le volant, une rage montant en lui, non pas contre Manon, mais contre tous ceux qui l'avaient abandonné, contre un système qui permettait à une enfant de 8 ans de vivre seule, essayant de pêcher pour ne pas mourir de faim, au milieu de l'indifférence de ceux qui voyaient mais faisaient semblant de ne pas savoir. « Et l'école ? Tu n'y vas pas ?» Elle secoua à nouveau la tête. « J'y allais, mais ensuite mon père a arrêté de m'y emmener, et je ne connais plus le chemin toute seule. Et personne n'est jamais venu à la maison pour demander pourquoi je ne venais plus. » Pierre prit une profonde inspiration, tentant de contenir l'émotion qui menaçait de le submerger, car chaque réponse de Manon ne faisait qu'aggraver le tableau de sa situation, et il savait qu'il devait agir vite, avant que quelque chose de pire ne lui arrive. 15 minutes plus tard, ils arrivèrent au bistrot. Pierre gara la voiture près de l'entrée, coupa le moteur et se tourna pour regarder Manon, qui s'était recroquevillée sur son siège, comme si elle avait peur de sortir. « Tout va bien. Tu peux venir avec moi. Personne ne te fera de mal ici, je te le promets. » Elle le fixa longuement, comme pour évaluer si elle pouvait croire ses paroles, puis hocha lentement la tête et ouvrit sa portière, sortant de la voiture, toujours enveloppée dans sa couverture, attendant qu'il la rejoigne.
Pierre lui prit de nouveau la main et sentit ses doigts se crisper autour des siens, comme si, pour la première fois depuis longtemps, elle s'accrochait à quelque chose de fiable. Ils entrèrent dans le bistrot, et Pierre remarqua les regards de quelques clients. Des regards qui allaient de la curiosité au mécontentement en voyant une fillette dans un tel état aux côtés d'un homme en costume d'affaires. Mais il les ignora tous et conduisit Manon à une table dans le coin le plus reculé. « Assieds-toi ici et mets-toi à l'aise. Je vais commander et je reviens tout de suite. » « D'accord. » Elle hocha la tête, puis s'assit délicatement sur la chaise, posa les mains sur la table et regarda autour d'elle avec de grands yeux, comme si elle n'était jamais entrée dans un endroit pareil. Pierre se dirigea vers le comptoir et commanda 2 grandes portions de bœuf bourguignon avec de la crème fraîche, des frites, une boisson gazeuse et un milkshake au chocolat, demandant que les portions soient généreuses et que tout soit servi le plus rapidement possible. Quand il retourna à la table, Manon était toujours dans la même position, les mains sur la table, le regard fixé devant elle. Pierre s'assit en face d'elle, essayant de trouver un moyen d'entamer la conversation sans que cela paraisse forcé. La nourriture ne devrait pas tarder. En attendant, peut-être que tu voudrais me parler un peu plus de toi, de ta vie ? Manon se mordit la lèvre inférieure et baissa les yeux. Il n'y a pas grand-chose à dire. Je me réveille, j'essaie de trouver à manger, parfois je vais à la rivière, puis je rentre et je dors. C'est toujours pareil. La simplicité et la tristesse de cette routine frappèrent Pierre comme un couteau, et il dut se détourner un instant pour reprendre contenance. « Et tu n'as pas peur d'être seul, surtout la nuit ?» Elle haussa les épaules, comme si elle l'avait accepté comme faisant partie de sa vie. « Au début, j'avais très peur. Je pleurais et je n'arrivais pas à dormir, j'attendais que quelqu'un vienne, mais personne ne venait jamais. Et je me suis habitué. Maintenant, je ne pleure même plus. » Pierre sentit sa poitrine se contracter d'une manière qu'il n'avait jamais connue. Une douleur physique face à la prise de conscience de l'ampleur de la souffrance que cet enfant avait endurée. Et à ce moment précis, il sut que, quoi qu'il arrive, il ne laisserait pas Manon retourner à cette vie. La serveuse apporta les plats et les posa sur la table. Pierre vit les yeux de Manon s'agrandir en voyant autant de nourriture, comme si elle ne pouvait pas croire que tout cela était pour elle. « Tu peux manger tout ce que tu veux, c'est pour toi, dit-il. Manon ne se le fit pas dire 2 fois, elle prit son assiette de bœuf bourguignon et commença à manger lentement, comme pour savourer chaque bouchée. Pierre vit des larmes perler dans ses yeux pendant qu'elle mangeait. Il fit semblant de ne pas le remarquer, pour ne pas l'embarrasser, et commença à manger son propre plat. Mais en réalité, il ne faisait que la regarder. Il la voyait à la fois affamée et si réservée dans sa façon de manger, comme si elle craignait que quelqu'un puisse le lui enlever à tout moment. Ils restèrent silencieux quelques minutes pendant qu'elle mangeait, et Pierre en profita pour réfléchir à la suite, pesant les options et essayant de trouver la meilleure façon de l'aider sans l'effrayer ou faire quelque chose de mal. Quand Manon eut fini son plat et commença à manger ses frites, Pierre se pencha légèrement en avant et attendit qu'elle le regarde. « Manon, je dois te dire quelque chose d'important, et je veux que tu m'écoutes attentivement. »« D'accord ?» Elle arrêta de mâcher un instant et le regarda avec ses yeux bleus si vulnérables. Il continua, « Je ne peux pas te laisser retourner là où tu vivais. Je ne peux pas te laisser seul à nouveau, sans nourriture, sans personne pour veiller sur toi. Ce n'est pas juste, et je ne pourrais pas vivre en paix en sachant que tu traverses cela. » Manon reposa une frite dans son assiette et baissa les yeux. Pierre remarqua sa tension. « Mais je ne sais pas où aller. C'est le seul endroit que je connais. Je sais, et c'est pourquoi je veux t'aider. Je trouverai un moyen de te sortir de cette situation, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. » « Tu me fais confiance ?» Manon le regarda longuement, son regard un mélange de peur et d'espoir, puis elle hocha lentement la tête. « Je crois que oui. Vous êtes la première personne qui s'arrête et me parle gentiment depuis très longtemps. » Pierre sentit son cœur se serrer à nouveau et tendit la main par-dessus la table, la posant sur la petite main de Manon. « Alors, nous allons traverser ça ensemble. D'abord, je dois t'emmener dans un endroit sûr où tu pourras prendre une douche, mettre des vêtements propres et te reposer vraiment. Ensuite, nous verrons ce qu'il faut faire, mais je te promets que je ne t'abandonnerai pas. » Manon regarda sa main posée sur la sienne, puis leva les yeux vers lui. Et pour la première fois depuis leur rencontre, Pierre vit quelque chose de plus que de la tristesse dans son regard. Il vit une lueur d'espoir, une lueur presque éteinte, mais qui brillait encore quelque part en elle. « Vous le promettez vraiment ?» demanda-t-elle d'une voix si basse qu'il l'entendit à peine.
Il serra doucement sa main. Je te le promets, Manon. Tu n'es plus seul. Pierre paya l'addition, et ils quittèrent le bistrot. Il tenait la main de Manon, qui marchait maintenant avec un peu plus d'énergie après son repas, mais conservait cette prudence caractéristique de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être aidé. Il lui ouvrit la portière, attendit qu'elle monte avant de la refermer doucement et de s'installer au volant. Il démarra le moteur et s'arrêta un instant, se demandant où aller, car il savait qu'il devait agir vite mais aussi avec précaution, pour ne pas effrayer la fillette ou faire quoi que ce soit qui puisse lui nuire. Pierre sortit son téléphone et appela sa secrétaire, Sandrine, une femme en qui il avait une confiance absolue, qui travaillait avec lui depuis plus de 10 ans et savait toujours comment gérer les situations délicates. « Sandrine, j'ai besoin de votre aide de toute urgence. Je sais que cela va paraître étrange, mais j'ai besoin que vous me fassiez confiance. J'ai trouvé un enfant complètement abandonné, et j'ai besoin de votre aide pour m'en occuper dès maintenant. » À l'autre bout du fil, Sandrine marqua une pause d'1 seconde pour traiter l'information, puis répondit qu'elle ferait tout ce qui était nécessaire. Pierre continua, « J'ai besoin que vous achetiez des vêtements pour une fille de 8 ans. Tout, des sous-vêtements aux chaussures et un manteau, ainsi que des articles de toilette et une brosse, tout ce dont un enfant a besoin. Et s'il vous plaît, apportez tout cela chez moi le plus vite possible. » Sandrine confirma qu'elle s'en occuperait et dit que tout serait réglé en moins de 2 heures. Pierre la remercia et raccrocha. Il jeta un coup d'œil à Manon dans le rétroviseur, qui était blottie sur la banquette arrière, toujours enveloppée dans la couverture, fixant par la fenêtre la circulation de la ville comme si c'était un monde complètement différent. « Manon, je t'emmène chez moi. D'accord ? Là-bas, tu pourras prendre un bon bain chaud, mettre des vêtements propres et bien te reposer. Demain, nous nous occuperons du reste. Mais aujourd'hui, tu n'as qu'à te soucier de prendre soin de toi. » Elle se tourna vers lui avec une expression mêlée de surprise et de peur. « Chez vous ? Mais je ne veux pas déranger. Je peux retourner chez moi. » Pierre secoua fermement la tête, mais garda un ton doux. « Tu ne dérangeras personne, Manon, et je ne te laisserai pas retourner là où tu as tant souffert. Tu mérites mieux que ça, et je vais t'aider à l'obtenir. » Manon resta silencieuse un instant, le regardant simplement, puis elle hocha lentement la tête, comme si elle commençait à comprendre que c'était la réalité, pas un rêve qui allait bientôt se terminer. Pierre conduisit vers le quartier résidentiel huppé où il vivait, un quartier avec de grandes maisons de campagne bien entretenues. En chemin, il essaya de parler à Manon, pour la mettre plus à l'aise, en lui posant des questions simples, comme si elle aimait les dessins animés ou si elle avait un jouet préféré. Mais ses réponses étaient toujours courtes et empreintes de tristesse, révélant à quel point elle avait manqué d'une enfance normale. « Je n'ai jamais eu de vrai jouet. Parfois, je trouvais des choses que les gens jetaient et je jouais avec, mais ça ne durait jamais longtemps parce qu'ils se cassaient ou que quelqu'un me les prenait. » À chaque mot de Manon, la poitrine de Pierre se serrait, et il se demandait comment un enfant pouvait endurer autant de souffrances sans que personne ne fasse rien. Ils arrivèrent chez lui 25 minutes plus tard. Une belle maison de campagne moderne avec un jardin bien entretenu à l'avant. Quand Pierre gara la voiture dans le garage et coupa le moteur, Manon regarda autour d'elle avec de grands yeux, comme si elle ne pouvait pas croire à la taille de l'endroit. « Vous vivez ici tout seul ?» demanda-t-elle doucement, et il hocha la tête, sortant de la voiture et se dirigeant vers sa portière pour l'aider. « Oui. Je sais que c'est trop grand pour une seule personne, mais c'est l'héritage de ma famille, et je n'ai jamais voulu m'en séparer. » Manon sortit de la voiture, toujours enveloppée dans la couverture, et resta figée dans le garage, regardant tout avec un mélange d'admiration et de malaise, comme si elle n'avait pas sa place dans cet endroit si différent de son monde. Pierre ouvrit la porte de la cuisine et alluma la lumière, révélant une pièce spacieuse et bien aménagée avec des plans de travail en marbre et des équipements modernes. Il fit signe à Manon d'entrer. « Entre, n'aie pas peur. Tu es en sécurité ici, tu n'as rien à craindre. » Elle fit quelques pas prudents à l'intérieur, ses pieds nus touchant le sol frais. Pierre referma la porte derrière eux, puis lui fit visiter le reste de la maison, la conduisant à travers le salon avec ses canapés moelleux et sa grande télévision murale. Ensuite, il monta les escaliers jusqu'au 2e étage, où se trouvaient les chambres, ouvrant la porte d'une chambre d'amis, avec un lit double, une armoire et une fenêtre donnant sur le jardin arrière. « Ce sera ta chambre pour le moment. Et là, c'est la salle de bain, où tu pourras prendre un bon bain chaud et te laver. » Manon entra lentement dans la chambre et regarda autour d'elle, comme si elle entrait en terre sainte, serrant la couverture entre ses mains,
les yeux brillants de larmes qu'elle essayait de retenir. « Pourquoi faites-vous ça ?» demanda-t-elle soudainement, sa voix tremblante d'émotion. « Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez même pas. » Pierre s'accroupit à son niveau et posa doucement les mains sur ses épaules, la regardant dans ses yeux bleus remplis de douleur et de confusion. « Parce que c'est la bonne chose à faire, Manon. Parce que quand je t'ai vu là-bas, seul et en détresse, je ne pouvais pas simplement passer mon chemin et faire comme si je n'avais rien vu. Tu es un enfant, et tu mérites d'avoir une vie décente. Tu mérites de la nourriture, un abri, des soins, tout ce que n'importe quel enfant devrait avoir. Et je sais que je ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde, mais je peux essayer de résoudre les tiens. Et c'est exactement ce que je vais faire. » Manon laissa les larmes couler sur ses joues, puis elle fit quelque chose qui surprit complètement Pierre. Elle laissa tomber la couverture, se jeta dans ses bras et le serra de toutes les forces que son petit corps fragile pouvait rassembler. Il sentit son corps trembler de sanglots longtemps réprimés. Pierre la serra doucement dans ses bras, lui caressant les cheveux emmêlés et la laissant pleurer tout ce qu'elle avait besoin de pleurer, toute la douleur, la peur et la solitude accumulées après des années d'abandon. Et il sentit ses propres yeux piquer, car il n'avait jamais ressenti une connexion aussi profonde et instantanée avec quelqu'un que celle qu'il ressentait pour cette fillette qu'il venait de rencontrer. C'est fini maintenant. Tu n'es plus seul, je te le promets. Tant que je serai là, tu auras quelqu'un pour prendre soin de toi. Ils restèrent ainsi quelques minutes, jusqu'à ce que les sanglots de Manon s'apaisent et qu'elle se recule un peu, s'essuyant le visage avec ses mains et esquissant un sourire timide. Je suis désolé, je ne voulais pas pleurer comme ça. Pierre secoua la tête et lui sourit en retour. Tu n'as pas à t'excuser. Parfois, nous avons besoin de pleurer pour libérer tout ce qui pèse sur notre âme. Et il n'y a rien de mal à cela. Il se leva, prit une serviette propre dans l'armoire de la salle de bain et la tendit à Manon, avec un peignoir beaucoup trop grand pour elle, mais qui ferait l'affaire jusqu'à l'arrivée de ses nouveaux vêtements. Maintenant, tu vas prendre une longue et relaxante douche, te laver et enlever toute cette saleté et cette fatigue. Je serai juste là si tu as besoin de quoi que ce soit. D'accord. Manon prit la serviette et le peignoir et entra dans la salle de bain. Pierre lui montra comment utiliser la douche, régla la température de l'eau à un niveau agréable et lui indiqua où se trouvait le savon, le shampoing et l'après-shampoing. Si tu as besoin d'aide, appelle-moi. N'hésite pas. Elle hocha la tête, puis il quitta la salle de bain, fermant la porte pour lui laisser son intimité, et alla dans sa propre chambre pour mettre des vêtements plus confortables, écoutant le bruit de l'eau qui coulait dans la salle de bain voisine. Pierre troqua son costume d'affaires contre un pantalon de survêtement et un t-shirt, puis descendit à la cuisine pour préparer quelque chose de plus nourrissant pour Manon, car même si elle avait mangé le bœuf bourguignon, il savait qu'un enfant sous-alimenté avait besoin de repas réguliers et nutritifs pour commencer à récupérer. Il prépara une bonne soupe paysanne au poulet, quelque chose de léger mais plein d'énergie, et mit une baguette fraîche au four pour la réchauffer. Et pendant qu'il cuisinait, il réfléchissait à toutes les prochaines étapes. Comment officialiser la situation auprès des autorités, comment s'assurer que Manon ne retournerait pas à cette vie d'abandon, comment il pourrait vraiment faire une différence dans sa vie à long terme, pas seulement pour un moment. Une demi-heure plus tard, on sonna à la porte, et il alla ouvrir. Sandrine était là, avec plusieurs sacs remplis de vêtements et d'autres articles. J'ai apporté un peu de tout parce que je n'étais pas sûr de sa taille, mais je pense qu'il y a de quoi choisir. J'ai aussi apporté quelques articles de toilette. Pierre la remercia et prit les sacs. Sandrine le regarda avec une expression à la fois inquiète et compréhensive. « C'est une bonne chose que vous faites, mais vous devez être prudent sur la manière de gérer cela légalement. Demain, vous devrez contacter les services de protection de l'enfance pour officialiser les choses, sinon vous pourriez avoir de sérieux problèmes. » Il acquiesça et promit de tout faire dans les règles. Sandrine lui dit au revoir, ajoutant que s'il avait besoin de quoi que ce soit d'autre, il pouvait l'appeler à tout moment. Pierre monta les sacs à l'étage et frappa à la porte de la chambre de Manon. Quelques secondes plus tard, elle ouvrit, vêtue du peignoir surdimensionné, les cheveux mouillés tombant sur ses épaules, le visage propre et une expression beaucoup plus sereine qu'auparavant. « Regarde ce que j'ai pour toi. Des vêtements neufs, propres et à ta taille. » Il posa les sacs sur le lit et commença à sortir les articles, lui montrant les pantalons, les chemisiers, les pulls, les chaussettes et les chaussures que Sandrine avait achetées. Manon regarda tout, les yeux à la fois émus et incrédules. « Tout ça, c'est pour moi ?» demanda-t-elle, la voix tremblante,
et Pierre hocha la tête avec un sourire. Tout est à toi. À partir de maintenant, tu auras toujours des vêtements propres et confortables. Manon prit un chemisier rose pâle avec un papillon imprimé dessus et le serra contre sa poitrine comme si c'était l'objet le plus précieux au monde. Je n'ai jamais eu de vêtements neufs de toute ma vie. Toujours des choses usées que les gens jetaient et que je récupérais. Cette confession sincère brisa à nouveau le cœur de Pierre, et il dut prendre une profonde inspiration pour contenir son émotion. Il aida Manon à choisir une tenue à un pantalon de survêtement bleu et le chemisier rose qu'elle aimait tant. Il lui mit également de côté des sous-vêtements neufs et des chaussettes propres, puis la laissa dans la chambre pour qu'elle puisse s'habiller en privé. Pendant qu'il attendait, il envisagea d'appeler son avocat, mais décida de le faire le lendemain, car pour l'instant, le plus important était de prendre soin de Manon et de la faire se sentir en sécurité et bienvenue. Quelques minutes plus tard, elle sortit de la chambre, vêtue de ses nouveaux vêtements qui lui allaient parfaitement. Pierre sourit en la voyant, car elle était une enfant complètement différente. Propre, bien habillée, et avec une lueur dans les yeux qu'il n'avait pas encore vue. Tu es magnifique. Et je parie que tu as de nouveau faim, n'est-ce pas? Manon hocha timidement la tête, et il lui fit signe de le suivre dans la cuisine, où la soupe était prête dans la casserole. Pierre servit 2 bols de soupe bien remplis et les posa sur la table avec la baguette chaude. Ils s'assirent l'un en face de l'autre et commencèrent à manger en silence. Mais c'était un silence confortable, pas le silence lourd et douloureux du début de la journée. Manon mangeait lentement, savourant chaque cuillère comme si c'était le mets le plus délicieux qu'elle ait jamais goûté. Pierre la regardait avec un mélange de tristesse pour ce qu'elle avait enduré et de joie de pouvoir faire une différence, ne serait-ce que pour ce moment. « C'est bon ?» demanda-t-il, et elle hocha la tête avec enthousiasme. « C'est très bon. C'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée. » Pierre sourit et continua à manger, puis il commença à lui parler de choses plus légères, essayant de mieux la connaître en tant que personne au-delà de sa souffrance, essayant de découvrir les rêves et les désirs qui subsistaient chez cet enfant, malgré tout. Manon, si tu pouvais faire n'importe quoi dans le monde, qu'est-ce que ce serait? Elle s'arrêta un instant et réfléchit, sa cuillère suspendue en l'air, son regard perdu dans le lointain. Puis elle répondit d'une voix si basse qu'il l'entendit à peine, « Je voudrais avoir une vraie famille, une mère et un père qui s'occuperaient de moi, qui m'emmèneraient à l'école, me donneraient à manger et me feraient un câlin avant de dormir. Je voudrais ne plus jamais me sentir seul. » Pierre sentit son cœur se serrer au point d'en avoir mal. Il tendit la main par-dessus la table et prit sa petite main. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu aies cela, Manon. Je ne sais pas encore comment tout va se passer, mais je te promets que je me battrai pour que tu aies la famille et la vie que tu mérites. » Manon le regarda avec des yeux brillants de larmes et serra sa main. Et à ce moment précis, Pierre sut que ce n'était pas seulement un acte de gentillesse passager. C'était le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait changer leur deux vies pour toujours. Après le dîner, Pierre raccompagna Manon dans sa chambre, l'aida à se mettre au lit, l'aborda avec une couverture douce et laissa un verre d'eau sur la table de chevet au cas où elle en aurait besoin pendant la nuit. « Dors bien maintenant. Je serai dans la chambre d'Axan grave côté, et si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. D'accord? La porte restera entr'ouverte. » Manon se blottit sous les couvertures et le regarda avec une telle gratitude que les yeux de Pierre piquèrent à nouveau. « Pierre, merci beaucoup pour tout. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Il se pencha et lui caressa doucement les cheveux. « Tu n'as pas à me remercier. Tu mérites tout cela et bien plus encore. Maintenant, repose-toi. Demain, nous aurons beaucoup de décisions à prendre, mais je te promets que tout ira bien. » Pierre quitta la chambre, laissant la porte entr'ouverte, et alla se coucher. Mais il ne dormit pas bien cette nuit-là, pensant à tout ce qui s'était passé et à tout ce qu'il devait faire dans les jours à venir pour s'assurer que Manon soit vraiment en sécurité et protégée. Il se réveilla plusieurs fois pour vérifier si elle allait bien, ouvrant silencieusement sa porte et la voyant dormir profondément sous les couvertures, sa respiration régulière, et son visage enfin détendu, sans la tension qu'elle avait quand il l'avait trouvée. Quand l'aube se leva, Pierre renonça au sommeil et descendit à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. Il prépara des crêpes, des œufs brouillés, une salade de fruits et du jus d'orange fraîchement pressé, voulant que Manon se réveille avec l'odeur de la nourriture faite maison et sache qu'ici, elle aurait toujours tout ce dont elle avait besoin. Il venait de finir de mettre la table quand il entendit des pas dans l'escalier. Quelques secondes plus tard, Manon apparut à la porte de la cuisine, toujours en pyjama,
les cheveux en désordre et les yeux gonflés de sommeil, mais avec une expression beaucoup plus détendue que la veille. « Bonjour, dit-elle, la voix encore rauque. Pierre lui sourit et lui tira une chaise. « Bonjour, Manon. As-tu bien dormi ?» Elle hocha la tête et s'assit à table, ses yeux s'écarquillant devant la quantité de nourriture qu'il avait préparée. « Tout ça, c'est pour nous ?» Pierre s'assit à côté d'elle et commença à lui servir une petite portion de chaque chose. « Oui, le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, il faut donc bien manger pour avoir de l'énergie. » Manon commença à manger lentement, toujours avec cette prudence de quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir autant de nourriture. Pierre en profita pour lui expliquer ce qu'ils allaient faire ce jour-là. « Manon, aujourd'hui, je dois t'emmener à quelques endroits pour régler ta situation correctement. Nous devrons aller au service de protection de l'enfance pour enregistrer ce qui t'est arrivé et nous assurer que tu seras protégé. Nous devrons aussi aller faire des examens médicaux pour vérifier ta santé. Je sais que cela peut sembler effrayant, mais je serai avec toi à chaque étape. » Manon arrêta de manger et le regarda avec une expression inquiète. « Et s'ils veulent m'emmener quelque part loin? Et s'ils ne me laissent pas rester avec vous ?» La question était chargée de peur, et Pierre sentit sa poitrine se serrer, réalisant à quel point elle s'était déjà attachée à la sécurité temporaire qu'il lui offrait. « Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela n'arrive pas. Je leur parlerai, j'expliquerai la situation et je leur montrerai que tu es en sécurité et bien soigné ici. Mais quoi qu'il arrive, je ne t'abandonnerai pas. C'est ma promesse. Même si tu dois rester ailleurs temporairement, je continuerai à veiller sur toi et à me battre pour que tu ailles bien. » Manon prit une profonde inspiration et hocha la tête, puis retourna à son repas, maintenant un peu moins tendue, mais toujours visiblement nerveuse à l'idée de ce qui allait suivre. Pierre remarqua qu'elle se mordillait la lèvre inférieure en mangeant, une habitude nerveuse probablement développée après des années de solitude et d'anxiété. Il essaya de la rassurer, lui décrivant comment la journée allait se dérouler, expliquant chaque étape pour que rien ne la prenne par surprise. Après le petit déjeuner, Pierre lui demanda de mettre une de ses nouvelles tenues et de se brosser les cheveux. Pendant qu'elle faisait cela, il appela son avocat, lui expliquant la situation en détail et lui demandant conseil sur la meilleure façon de procéder. L'avocat écouta attentivement, puis conseilla à Pierre de contacter immédiatement les services de protection de l'enfance locaux pour déposer un signalement pour abandon et négligence, et de demander une évaluation par un travailleur social pour la possibilité d'obtenir une garde provisoire s'il souhaitait la garder avec lui pendant que l'affaire était réglée. Pierre le remercia pour ses conseils et raccrocha, se sentant à la fois plein d'espoir et anxieux. Il savait que le système pouvait être complexe et bureaucratique, mais il comprenait aussi qu'il devait tout faire correctement pour vraiment protéger Manon. Il monta dans sa chambre et frappa doucement, la trouvant assise sur son lit, déjà habillée, mais avec une expression lointaine, comme si elle était perdue dans des pensées douloureuses. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il en s'approchant. Manon le regarda avec des yeux brillants de larmes. « Je pensais à mon père. Je me demande s'il va bien. S'il reviendra un jour. » Sa voix était si fragile et pleine d'une lueur d'espoir que Pierre dut s'asseoir à côté d'elle et choisir ses mots très soigneusement pour ne pas lui faire plus de mal. « Manon, je ne sais pas, mais je sais que quoi qu'il lui soit arrivé, tu seras en sécurité et bien soigné. Et s'il revient, nous y ferons face. Mais pour l'instant, le plus important est de prendre soin de toi. » Manon s'essuya les larmes avec le dos de sa main et hocha la tête. Pierre l'aida à se préparer, lui brossant doucement les cheveux et les attachant en une queue de cheval simple mais soignée. Une demi-heure plus tard, ils quittèrent la maison. Manon portait un jean, un chemisier blanc et des baskets neuves. Ses cheveux étaient brossés et attachés en une queue de cheval. Pierre remarqua qu'elle avait l'air d'une enfant complètement différente de celle qu'il avait trouvée au bord de la rivière la veille. Sur le chemin du bureau de la protection de l'enfance, il essaya de garder la conversation légère pour apaiser son anxiété, lui posant des questions sur ses goûts et partageant un peu de sa propre vie. Manon écoutait attentivement, serrant sa main chaque fois qu'elle se sentait nerveuse. Quand ils arrivèrent au bâtiment, Pierre gara la voiture et la regarda avec une expression rassurante. « Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Je serai avec toi à chaque étape, et tu n'as qu'à dire la vérité sur ce que tu as vécu. N'aie pas peur, ces gens sont là pour t'aider. » Ils entrèrent dans le bâtiment et furent conduits à un bureau où une inspectrice nommée Valérie les accueillit avec un sourire amical. Mais Pierre remarqua son regard attentif, analysant chaque détail de la situation. « Bonjour. Asseyez-vous, s'il vous plaît. »
Je suis Valérie, et je suis là pour vous écouter. Pierre et Manon s'assirent sur les chaises en face de son bureau, et il commença à raconter comment il avait trouvé la fillette seule au bord de la rivière, comment elle était émaciée et négligée, et comment il l'avait ramenée chez lui et s'en était occupé depuis. Valérie écouta, prenant des notes dans un carnet, puis regarda Manon avec une expression douce. « Manon, j'aimerais que tu me parles un peu de ta vie avant de rencontrer Pierre. Tu peux parler calmement, sans te presser, et sache que ce que tu dis ici ne sera pas utilisé contre toi. » Manon regarda Pierre comme pour demander la permission, et il hocha la tête en signe d'encouragement. Puis elle commença à raconter son histoire d'une voix faible mais ferme, racontant comment sa mère était partie quand elle avait 5 ans et n'était jamais revenue. Son père s'était occupé d'elle seule pendant un certain temps, mais il avait commencé à boire de plus en plus et à quitter la maison pendant des jours, jusqu'à ce qu'un jour il ne revienne plus du tout. Elle était restée seule dans cette vieille maison, sans savoir quoi faire, essayant de survivre comme elle le pouvait, en cueillant des fruits dans les arbres des voisins, en essayant de pêcher dans la rivière, en buvant l'eau du robinet quand il y en avait encore, puis l'eau de pluie quand elle avait été coupée. Chaque mot que Manon prononçait semblait résonner dans la pièce. Pierre vit l'expression de Valérie devenir de plus en plus grave et préoccupée au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. L'inspectrice marqua une pause et regarda la fillette avec une compassion évidente. Pierre réalisa que même quelqu'un qui traitait des cas difficiles tous les jours était visiblement ému par son histoire. « Et aucun de vos voisins n'a rien remarqué? Personne de votre famille, de l'école ?» demanda Valérie. Manon secoua la tête. « Les voisins habitent loin et venaient rarement chez nous. Et l'école n'a pas demandé de nouvelles après un certain temps. Je pense que tout le monde a oublié que j'existais. » L'honnêteté brutale de cette déclaration fit fermer les yeux à Valérie un instant, comme pour tenter de contenir son émotion. Puis elle regarda Pierre avec une expression de respect. « Vous avez bien fait de l'amener ici et de vous en occuper. Beaucoup de gens auraient détourné le regard, ou au mieux, auraient passé un appel anonyme sans s'impliquer. Vous avez fait plus que cela, et cela mérite d'être reconnu. » Pierre hocha la tête, mais il ne se sentait pas digne d'éloge, car pour lui, c'était le minimum que n'importe quel être humain devrait faire en voyant un enfant en détresse. Valérie continua à poser des questions détaillées, prenant des notes soigneusement et expliquant qu'elle devrait visiter la maison où vivait Manon pour vérifier la situation et essayer de localiser ses parents ou tout autre parent responsable. Cependant, pour le moment, Manon pouvait être placée sous la garde provisoire de Pierre, à condition qu'il signe un engagement et suive toutes les instructions des services de protection de l'enfance. Pierre accepta immédiatement et signa tous les documents nécessaires. Valérie expliqua qu'un travailleur social leur rendrait visite périodiquement dans les jours à venir pour suivre la situation et s'assurer que Manon était vraiment en sécurité et bien soignée. Elle serait également orientée vers une évaluation médicale et psychologique complète, car elle avait vécu une situation très traumatisante et aurait besoin d'un soutien adéquat pour se rétablir. Pierre accepta tout et remercia Valérie pour son travail. Quand ils quittèrent le bâtiment 2 heures plus tard, il se sentit immensément soulagé, sachant que les choses étaient maintenant officialisées et qu'il pouvait s'occuper de Manon sans craindre de faire quelque chose de mal. Sur le chemin de l'hôpital local, où il devait faire les examens, Manon était plus silencieuse que d'habitude. Pierre réalisa qu'elle était en train de traiter tout ce qui s'était passé ce matin-là. Toute cette histoire de partager son récit et de réaliser que les choses changeaient vraiment dans sa vie. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il prudemment. Elle fit une pause. « Je crois que oui, c'est juste que c'est difficile de parler de tout ça. De dire à quel point je me sentais seul, à quel point j'avais peur de mourir et que personne ne le sache. Mais en même temps, c'est bien, parce que maintenant il y a des gens qui savent et qui essaient vraiment de m'aider. » Pierre tendit la main et lui serra doucement la sienne. « Et ils continueront à t'aider. Tu n'es plus seul, Manon. Maintenant, tu m'as moi, Valérie, les médecins et tous les autres qui travailleront pour que tout aille bien pour toi. » Ils arrivèrent à l'hôpital et furent dirigés vers le service de pédiatrie, où une médecin nommée Nathalie les reçut et commença à faire un examen complet de Manon, vérifiant son poids, sa taille, sa tension artérielle, faisant des analyses de sang et demandant d'autres tests pour vérifier d'éventuelles carences nutritionnelles ou d'autres problèmes de santé causés par la longue période de négligence. Pendant l'examen, la docteure Nathalie trouva de nombreux signes sur le corps de Manon qui indiquaient une grave malnutrition, une carence en vitamines essentielles et de nombreuses vieilles cicatrices de blessures qui n'avaient pas été correctement traitées. L'expression de la médecin était très préoccupée alors qu'elle prenait des notes dans son dossier. « Manon, as-tu des douleurs quelque part ?
Y a-t-il quelque chose qui t'inquiète? La fillette réfléchit un instant, puis montra son ventre. Parfois, ça fait mal ici, surtout quand je n'ai pas mangé depuis longtemps. Et puis il y a des jours où j'ai la tête qui tourne, et je n'arrive pas à rester debout. La docteure Nathalie nota tout et demanda des examens d'imagerie pour vérifier d'éventuels dommages internes. Pendant tout le processus, Pierre resta aux côtés de Manon, lui tenant la main et la rassurant doucement, car il pouvait voir la peur dans ses yeux chaque fois qu'un nouvel équipement était utilisé ou qu'elle devait subir une procédure inconfortable. Une fois les examens terminés, ils retournèrent au cabinet et attendirent les premiers résultats. Une demi-heure plus tard, la docteure Nathalie revint avec une pile de papier et une expression sérieuse. « Pierre, j'ai besoin de vous parler seul quelques minutes. » Il regarda Manon et lui dit d'attendre dans la salle d'attente avec une infirmière pendant qu'il parlait au médecin. La fillette, bien qu'anxieuse, accepta. Dès qu'ils furent seuls, la docteure Nathalie ferma la porte et s'assit à son bureau, désignant la chaise en face. Pierre s'assit, le cœur lourd, sachant que la conversation serait difficile. La situation de Manon est très grave, Pierre. Elle souffre de malnutrition sévère, d'anémie profonde, de carence en plusieurs vitamines essentielles, et elle présente des signes de stress chronique qui ont affecté son développement physique. D'après les tests et son âge, elle devrait mesurer au moins 10 cm de plus et peser 15 kg de plus. Cependant, son corps a cessé de croître normalement en raison du manque de nutriments et de soins. Elle a également de graves problèmes dentaires qui nécessiteront un traitement dentaire urgent. J'ai aussi trouvé plusieurs cicatrices qui indiquent des blessures non traitées qui auraient pu entraîner de graves infections. Pierre écouta tout cela, le cœur serré de colère et de tristesse en réalisant l'ampleur de la souffrance de Manon et les marques indélébiles que cela avait laissées sur son corps. « Que dois-je faire pour l'aider à se rétablir ?» demanda-t-il. La docteure Nathalie lui adressa un sourire, léger mais sincère. Le fait qu'elle soit maintenant sous des soins appropriés est la première et la plus importante étape. Elle aura besoin d'une alimentation équilibrée et riche en nutriments, de suppléments vitaminiques quotidiens, d'un suivi médical régulier pour surveiller sa récupération, et d'un soutien psychologique, car le traumatisme émotionnel est tout aussi grave que le traumatisme physique. Avec du temps et des soins appropriés, elle pourra se rétablir. Mais il est important d'être patient, car le processus peut être lent, et elle pourrait avoir quelques difficultés au début, comme prendre du poids ou avoir du mal à dormir. Son corps a été soumis à un tel stress qu'il lui faudra du temps pour réaliser qu'il est maintenant en sécurité et qu'il peut commencer à guérir. Pierre la remercia pour toutes les informations et promit de suivre toutes les recommandations à la lettre. La docteure Nathalie lui donna une liste de médicaments et de suppléments que Manon devait prendre, ainsi que des lettres de recommandation pour les spécialistes qu'elle devrait consulter dans les semaines à venir. Quand ils quittèrent le cabinet et que Pierre rejoignit Manon à la réception, il s'efforça de lui sourire de manière rassurante pour ne pas l'inquiéter. Ils passèrent par la pharmacie de l'hôpital pour acheter tous les médicaments et suppléments prescrits par le médecin. Manon regarda les boîtes avec une expression confuse. « Je vais devoir prendre tout ça ?» Pierre hocha la tête en payant au comptoir. « Oui, mais c'est pour que tu te sentes plus forte et en meilleure santé. Ce sont des vitamines et des médicaments qui aideront ton corps à se remettre de tout ce qu'il a traversé. Et je serai là pour t'aider à les prendre correctement et à temps. » Ils retournèrent à la voiture. Pierre posa le sac sur la banquette arrière, puis regarda Manon, qui était assise à côté de lui avec une expression fatiguée après une journée si chargée. « Tu dois être épuisé. Nous allons rentrer à la maison pour que tu puisses te reposer un peu, et ensuite je nous préparerai un bon dîner. »« D'accord. » Manon hocha la tête et appuya sa tête contre la vitre. Elle resta silencieuse pendant tout le trajet de retour, observant simplement la circulation dans les rues. Pierre respecta son silence, comprenant qu'elle avait besoin de temps pour traiter tout ce qui s'était passé. Quand ils arrivèrent à la maison, il l'aida à monter dans sa chambre et lui suggéra de se reposer un peu pendant qu'il préparait le dîner. Manon s'allongea sur le lit et s'endormit presque instantanément, son corps se relâchant enfin après toute la tension accumulée. Pierre descendit à la cuisine et commença à préparer un repas nutritif en suivant les recommandations du médecin. Il prépara du riz complet, des haricots verts, des escalopes de poulet grillées, des légumes à la vapeur et une salade fraîche. Pendant qu'il cuisinait, il pensait à la façon dont sa vie avait complètement changé en seulement 24 heures, passant d'une routine solitaire axée sur le travail à une réalité où quelqu'un dépendait de lui, quelqu'un qui avait besoin de soins, d'attention et d'amour. Et il réalisa que ce changement n'était pas seulement bon pour Manon, mais aussi pour lui,
car il avait trouvé un but plus élevé que la simple accumulation de richesses et de succès professionnels. Quand le dîner fut prêt, il monta doucement réveiller Manon, s'asseyant sur le bord de son lit et lui caressant les cheveux jusqu'à ce qu'elle ouvre lentement les yeux. « Salut, belle au bois dormant. Le dîner est prêt, et il est délicieux. On descend ?» Manon s'étira, s'assit dans le lit, puis le regarda avec ses yeux bleus, maintenant remplis d'une douceur capable de faire fondre n'importe quelle défense. « Pierre, je peux te poser une question ?» Il hocha la tête, et elle continua doucement, « Tu vas vraiment me laisser rester ici avec toi ?» Pierre lui prit la main et la regarda dans les yeux avec toute la sincérité qu'il put rassembler. « Manon, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu restes avec moi. J'ai déjà parlé au service de protection de l'enfance, j'ai signé les papiers provisoires, et maintenant je vais commencer la procédure pour obtenir ta garde permanente. Ce ne sera pas facile et cela pourrait prendre du temps, mais je n'abandonnerai pas. Tu mérites un vrai foyer, une famille qui t'aime, et je veux être cette personne dans ta vie. » Manon laissa couler les larmes et se jeta dans ses bras, le serrant fort. Pierre la serra en retour, sentant son propre cœur se gonfler d'émotion, sachant que c'était le début de quelque chose qui changerait leur vie pour toujours. Ils restèrent ainsi quelques minutes jusqu'à ce que Manon se recule, s'essuie le visage et lui offre un sourire pour la première fois depuis qu'il l'avait trouvé. Un sourire authentique qui illumina son visage, faisant réaliser à Pierre à quel point elle avait réprimé ses émotions pendant tout ce temps. Ils descendirent à la cuisine et s'assirent pour dîner. Cette fois, Manon mangea avec plus d'appétit et de calme, posant des questions sur la nourriture et sur la façon dont Pierre avait appris à cuisiner. Il répondit à tout avec patience et tendresse, heureux de la voir enfin se détendre et se comporter comme un enfant normal. Après le dîner, ils s'assirent dans le salon, parlant de choses plus légères, et Pierre mit une chaîne de dessins animés dont il pensait qu'elle pourrait lui plaire. Manon fut captivée par l'écran, ses yeux s'illuminant à chaque scène colorée et à chaque mélodie joyeuse. Il réalisa qu'elle n'avait probablement jamais eu accès à ce type de divertissement. « Tu aimes les dessins animés ?» demanda-t-il, et elle hocha la tête avec enthousiasme, les yeux rivés sur l'écran. « Parfois, je les voyais chez le voisin quand il laissait sa fenêtre ouverte, mais je ne les ai jamais vus d'aussi près. C'est incroyable. » Cette joie simple brisa à nouveau le cœur de Pierre, car elle lui montrait à quel point Manon avait manqué même des choses les plus élémentaires qu'un enfant devrait avoir. Plus tard dans la soirée, Valérie des services de protection de l'enfance appela Pierre pour l'informer que son équipe avait visité la maison où vivait Manon et l'avait trouvée complètement inadaptée à un enfant. Il n'y avait ni eau courante, ni électricité, les murs étaient couverts de moisissures, et il n'y avait pratiquement pas de meubles. Ils avaient également parlé à certains voisins, qui avaient confirmé que la fillette était seule depuis plusieurs mois, et que son père avait été vu pour la dernière fois il y a plus de 6 mois. Valérie expliqua qu'ils avaient officiellement ouvert une enquête pour retrouver les parents de Manon et les tenir légalement responsables de leur abandon. Mais pour le moment, Pierre pouvait continuer à s'occuper d'elle sous la supervision des services de protection de l'enfance, et ils auraient plusieurs réunions et évaluations dans les semaines à venir pour officialiser la garde. Pierre la remercia pour l'information et raccrocha, se sentant à la fois soulagé que Manon n'ait pas à retourner dans cet endroit horrible, et triste de confirmer la douleur qu'elle avait dû endurer seule dans de telles conditions. Dans les jours qui suivirent, Pierre réorganisa complètement son emploi du temps pour répondre aux besoins de Manon. Il se levait plus tôt pour préparer le petit déjeuner et s'assurer qu'elle prenait ses médicaments et suppléments à temps. Il l'emmenait à ses rendez-vous médicaux et thérapeutiques prescrits par la docteure Nathalie, et commença à chercher des écoles dans la région pour que Manon puisse retourner à l'école et avoir une vie sociale normale pour son âge. Il engagea une psychologue spécialisée dans les traumatismes de l'enfance, nommée Catherine, qui commença à avoir des séances hebdomadaires avec Manon pour l'aider à traiter tout ce qu'elle avait vécu et à reconstruire son estime de soi et sa confiance brisée par l'abandon. Pendant la première séance de thérapie, Pierre attendit nerveusement dans la salle d'attente pour voir comment cela se passerait. Et quand elle sortit 50 minutes plus tard, les yeux rouges d'avoir pleuré mais avec une expression plus légère sur le visage, il réalisa que ce processus était essentiel à sa guérison. La docteure Catherine appela Pierre pour lui parler en privé après la séance et lui expliqua que Manon portait un traumatisme très profond, non seulement physique, mais aussi dû à l'abandon émotionnel qu'elle avait subi des années auparavant, lorsque sa mère était partie et que son père était devenu émotionnellement abusif, se détachant d'elle bien avant de disparaître complètement. Cela l'avait amenée à développer plusieurs mécanismes de défense, notamment le retrait émotionnel et la méfiance envers quiconque, car elle craignait d'être abandonnée à nouveau. Mais le fait qu'elle se soit ouverte à vous si rapidement est un signe très positif.
Cela montre qu'elle vous considère comme une figure de sécurité et de confiance, et ce sera la base de sa guérison. Le défi maintenant est de l'aider à comprendre qu'elle n'a pas été abandonnée parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle, mais parce que les personnes qui auraient dû prendre soin d'elle l'ont laissé tomber, et que maintenant elle a quelqu'un qui ne le fera pas. Pierre écouta attentivement et promit de faire tout ce qui était nécessaire pour aider Manon à guérir. La docteure Catherine lui donna quelques conseils sur la façon de gérer les éventuelles crises émotionnelles et de créer un environnement sûr et stimulant pour son développement sain. Au fil des semaines, Pierre remarqua des changements significatifs chez Manon. Elle commença à prendre du poids progressivement, et les signes d'émaciation s'estompèrent. Ses cheveux, autrefois ternes et emmêlés, devinrent brillants et soyeux avec des soins appropriés. Et surtout, elle commença à sourire plus souvent et à s'ouvrir émotionnellement, partageant ses rêves et les choses qu'elle voulait faire maintenant qu'elle avait quelqu'un pour la soutenir. Un soir, pendant le dîner, Manon regarda Pierre avec une expression sérieuse et dit quelque chose qui le prit complètement par surprise. « Pierre, l'école que tu as trouvée pour moi, il y a d'autres enfants de mon âge là-bas, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête, lui servant plus de nourriture. « Oui, c'est une très bonne école avec des élèves de tous âges. » « Pourquoi ?» Manon joua avec sa nourriture avec sa fourchette avant de répondre. « C'est juste que je n'ai jamais eu de vrais amis. À mon ancienne école, les enfants ne voulaient pas me parler parce que j'avais toujours des vêtements vieux et sales, et ils disaient des choses méchantes sur moi. J'ai peur que ce soit la même chose dans la nouvelle école. » Pierre posa sa fourchette, se pencha en avant et la regarda droit dans les yeux. « Manon, ces enfants ont fait ça parce qu'ils ne comprenaient pas ce que tu traversais. Mais tu n'es plus dans cette situation. Tu as des vêtements propres, tu es bien soigné et bien nourri. Et surtout, tu as quelqu'un qui t'aime et qui sera toujours là pour toi. Et si quelqu'un dans la nouvelle école essaie de te faire du mal, tu me le diras, et nous y ferons face ensemble. Mais je suis sûr que tu trouveras de vrais amis, des gens qui t'apprécieront pour qui tu es. » Manon lui adressa un sourire timide et hocha la tête, et Pierre vit dans ses yeux un nouvel espoir qu'il n'avait pas vu auparavant. Dans les jours qui suivirent, il emmena Manon visiter l'école qu'il avait choisie, un établissement réputé avec un programme d'adaptation pour les élèves qui revenaient après une longue absence. Le directeur fut très compréhensif lorsque Pierre lui expliqua brièvement la situation, en évitant les détails devant Manon. Il leur fit visiter l'école, les salles de classe colorées et bien équipées, la bibliothèque pleine de livres pour enfants, la cour de récréation avec des jeux et des espaces pour courir. Manon regarda tout, les yeux écarquillés, un mélange d'excitation et de nervosité. « Qu'en penses-tu » demanda Pierre. En partant, Manon serra sa main. « J'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec mon ancienne école, mais j'ai toujours peur de ne pas pouvoir suivre les autres enfants, car je n'ai pas étudié depuis longtemps. » Pierre lui serra doucement la main en retour. « Le directeur a dit que tu aurais des cours de soutien au début pour te rattraper. Et je t'aiderai avec tes devoirs chaque fois que tu en auras besoin. Nous ferons cela ensemble, et tu verras que tu seras bientôt au même niveau que les autres enfants de ton âge. » 2 semaines plus tard, le premier jour d'école de Manon arriva, et Pierre se leva plus tôt que d'habitude pour lui préparer un petit déjeuner spécial et l'aider à se préparer, choisissant l'une de ses tenues préférées et lui brossant doucement les cheveux. Il remarqua qu'elle était nerveuse, se mordillant la lèvre inférieure et agitant les mains. Il essaya de la rassurer pendant le petit déjeuner, parlant de choses positives et lui rappelant que tout irait bien. Quand ce fut l'heure de partir, Manon s'arrêta à la porte et le regarda avec des yeux brillants de larmes. « Et si personne ne m'aime ? Et si je ne suis pas bonne en classe ? Et si je gâche tout ?» Pierre se mit à son niveau, lui prit le visage entre ses mains et essuya ses larmes avec ses pouces. « Tu ne gâcheras rien. Tu es une fille intelligente, forte et spéciale. Quiconque te rencontrera le verra. Et même si tout n'est pas parfait au début, ce n'est pas grave, car tu apprends et tu grandis. Et je t'attendrai à la fin de la journée pour entendre comment tout s'est passé. » Ils se rendirent à l'école en voiture, et Pierre se gara à la porte. Quand Manon sortit, elle serra sa main si fort que ça lui fit mal. Mais il ne se plaignit pas, car il comprenait à quel point elle avait peur. Il l'accompagna jusqu'à sa classe, où l'enseignante, une femme gentille nommée Isabelle, les accueillit avec un sourire chaleureux et se présenta à Manon de manière polie et accueillante. « Bienvenue, Manon. Nous sommes tous très heureux de t'avoir parmi nous. Ta place est là-bas, près de la fenêtre, et Anastasia, l'une des filles les plus gentilles de la classe, sera ta voisine. Elle t'aidera sûrement à t'installer.
Pierre serra Manon dans ses bras une dernière fois et lui murmura à l'oreille, « Tout ira bien. Je viendrai te chercher après l'école. » D'accord. Elle hocha la tête et le serra en retour, puis le lâcha lentement et se dirigea vers le bureau indiqué par l'enseignante, s'asseyant délicatement et jetant un dernier regard en arrière avant que Pierre ne quitte la classe. Toute la journée, pendant que Manon était à l'école, Pierre ne put pas se concentrer sur son travail. Il se demandait constamment comment elle allait et si elle parvenait à interagir avec les autres enfants. Quand l'heure de la sortie arriva enfin, il était si nerveux qu'il arriva 15 minutes en avance, attendant dans sa voiture, les yeux rivés sur la porte. Quand la cloche sonna et que les enfants commencèrent à sortir, il chercha Manon parmi eux. Quand il la vit enfin marcher vers la porte avec son sac à dos sur le dos et une expression calme sur le visage, il se sentit immensément soulagé. Elle monta sur la banquette arrière de la voiture. Pierre se tourna vers elle avec un sourire impatient. « Alors, comment ça s'est passé ?» Manon marqua une pause, comme pour organiser ses pensées, puis sourit d'une manière que Pierre n'avait jamais vue auparavant. « C'était bien. Anastasia, la fille assise à côté de moi, est très gentille et m'a beaucoup aidé. Et l'enseignante, Isabelle, est très patiente, elle m'a réexpliqué les choses quand je ne comprenais pas. Pendant la récréation, j'ai joué avec quelques filles, et elles m'ont dit que je pouvais jouer avec elles demain aussi. » Pierre sentit ses yeux piquer d'émotion, et il dut prendre une profonde inspiration pour ne pas pleurer devant elle, car voir Manon vivre enfin des moments normaux de l'enfance pour son âge était incroyablement émouvant pour lui. « Je suis si fier de toi. Je savais que tu y arriverais. » Ils rentrèrent à la maison, et Manon passa le reste de la journée à lui raconter chaque détail de sa journée ou les matières qu'elle avait apprises, les dessins qu'elle avait faits, les conversations qu'elle avait eues avec ses camarades. Pierre l'écouta avec une attention et une joie sincères, comprenant à quel point cela était important pour son processus de guérison. Ce soir-là, alors qu'il l'abordait pour dormir, elle lui prit la main avant qu'il ne quitte la chambre. « Pierre, je peux t'appeler autrement ? Je sais que tu n'es pas mon vrai père, mais tu t'occupes de moi comme si tu l'étais, et je voudrais t'appeler d'une manière plus affectueuse. » Le cœur de Pierre bondit à cette question, et il s'assit sur le bord de son lit, la regardant avec toute la tendresse qu'il ressentait. « Tu peux m'appeler comme tu veux, comme tu te sens le plus à l'aise. »« À quoi penses-tu » Manon se mordit la lèvre inférieure, pensive. « Est-ce que je peux t'appeler papa ? Ou est-ce que c'est bizarre ?» Pierre sentit les larmes monter enfin, mais ne tenta pas de les retenir, se contentant de lui serrer la main et de hocher la tête. « Ce n'est pas bizarre du tout. Je serais très honoré si tu m'appelais comme ça. » Manon sourit et lui serra la main en retour. « D'accord alors. Bonne nuit, papa. » Pierre se pencha et l'embrassa sur le front avec tout l'amour qu'il ressentait. « Bonne nuit, ma fille. Je t'aime. » C'était la première fois qu'il lui disait ces mots, mais en même temps, c'était comme si cela avait toujours été ainsi, comme s'ils avaient toujours été père et fille, malgré le manque de lien de sang, car le véritable amour n'a pas besoin d'ADN pour exister. Les mois passèrent, et la vie de Pierre et Manon devint de plus en plus stable et harmonieuse. Il apprenait à être père, un rôle qu'il n'avait jamais pensé endosser. Et elle apprenait à faire confiance et à s'ouvrir après tout ce qu'elle avait vécu. Le processus pour obtenir la garde permanente se déroulait bien, et l'avocat de Pierre dit que les chances étaient très élevées, car tous les rapports des services de protection de l'enfance, du médecin et de l'école montraient que Manon se développait de manière saine et heureuse sous ses soins, et ses parents biologiques ne s'étaient jamais manifestés ni n'avaient montré d'intérêt pour récupérer leurs droits parentaux. Lors d'une visite de la travailleuse sociale qui s'occupait de son cas, la femme parla longuement avec Manon pour comprendre comment elle se sentait et si elle était bien traitée. À la fin de la conversation, elle appela Pierre et lui dit avec un sourire sincère, « Je travaille dans ce domaine depuis plus de 20 ans et j'ai vu de nombreux cas de garde et d'adoption, mais j'ai rarement vu une connexion aussi authentique et des soins aussi dévoués que ce que je vois ici. Vous faites un travail incroyable avec elle, et elle s'épanouit d'une manière que je n'aurais pas cru possible en lisant le rapport initial de son cas. » Pierre la remercia pour ses paroles, mais il ne se sentait pas digne de tels éloges, car pour lui, prendre soin de Manon n'était pas un sacrifice ou un acte extraordinaire, mais simplement de l'amour pur et un désir sincère de la voir heureuse et épanouie. Un soir, quelques semaines plus tard, Manon faisait ses devoirs à la table de la cuisine pendant que Pierre préparait le dîner. Soudain, elle arrêta d'écrire et le regarda avec une expression pensive. « Papa, je peux te poser une question ?» Il arrêta de remuer la casserole et la regarda. « Bien sûr, tu peux me demander n'importe quoi. »
Manon marqua une pause avant de continuer. Pourquoi t'es-tu arrêté ce jour-là, quand tu m'as vu au bord de la rivière? Pourquoi n'as-tu pas simplement continué ta route comme tout le monde? Pierre éteignit le feu, s'approcha de la table, tira une chaise et s'assit à côté d'elle, car il savait que cette conversation était importante et méritait toute son attention. Je me suis arrêté parce que quand je t'ai vu là, assise seule au bord de la rivière, j'ai senti quelque chose dans ma poitrine qui me disait que je ne pouvais pas simplement continuer ma route et faire comme si je n'avais rien vu. Je ne peux pas expliquer exactement ce que c'était, mais c'était comme si l'univers me montrait qu'à ce moment-là, j'avais un choix à faire, et que ce choix façonnerait non seulement ta vie, mais aussi la mienne. Et quand j'ai regardé dans tes yeux et que j'ai vu toute cette tristesse et cette solitude, j'ai su que je n'avais pas d'autre choix que de t'aider, car toute autre chose aurait signifié tourner le dos à quelqu'un qui avait désespérément besoin d'aide. Et je n'aurais pas pu vivre en paix avec moi-même si j'avais agi différemment. Manon écouta tout en silence, puis baissa les yeux sur le cahier devant elle. Tu sais ce qui est drôle? Ce jour-là, j'avais pensé que si personne ne me voyait avant le coucher du soleil et que personne ne se souciait de moi, j'allais entrer dans la rivière et me laisser emporter. J'étais si fatigué d'être seul, si fatigué d'avoir faim, d'avoir froid et d'avoir peur, que je pensais que ce serait mieux de disparaître. Mais ensuite, tu es apparu, tu as arrêté ta voiture et tu t'es approché. Et c'était comme si quelqu'un avait allumé une lumière dans mon obscurité. Pierre sentit son cœur se serrer au point d'en avoir mal, et il dut faire un effort surhumain pour ne pas fondre en larmes en réalisant à quel point il avait été proche de perdre Manon sans même l'avoir vraiment connue. À quel point elle avait été proche d'abandonner complètement. Manon, je suis si désolé pour tout ce que tu as traversé, et je suis désolé que tu en sois arrivé au point de sentir que la vie ne valait plus la peine d'être vécue. Mais je veux que tu saches que je suis immensément reconnaissant d'avoir été là à ce moment-là, et que tu sois ici maintenant, vivante et devenant plus forte chaque jour. Tu mérites de vivre, tu mérites d'être heureuse, tu mérites d'avoir une vie pleine d'amour et d'opportunités. Et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que tu l'aies. Manon essuya les larmes qui coulaient sur ses joues et hocha la tête. Puis elle fit ce qu'elle faisait toujours quand elle était émue, elle se leva, s'approcha de Pierre et le serra fort. Il la serra en retour, lui caressant les cheveux et la laissant rester là aussi longtemps qu'elle en avait besoin. Après ce jour, Pierre remarqua que Manon était encore plus ouverte émotionnellement, partageant les peurs et les douleurs qu'elle avait gardées pour elle pendant si longtemps dans sa solitude. Il l'écoutait toujours avec patience et tendresse, validant ses sentiments et lui montrant que c'était un espace sûr où elle pouvait montrer ses vulnérabilités sans craindre d'être jugée ou abandonnée. Les séances de thérapie avec la docteure Catherine se poursuivaient chaque semaine, et la psychologue rapportait que Manon faisait des progrès remarquables, surmontant son traumatisme et reconstruisant son estime de soi qui avait été si endommagée par la négligence. À l'école, les notes de Manon s'améliorèrent considérablement avec le soutien des cours supplémentaires, et elle se fit un groupe d'amis qui la soutenaient dans tout, l'invitant à jouer pendant la récréation et même à des fêtes d'anniversaire le week-end. Quand Manon reçut sa première invitation à une fête, elle fut si excitée qu'elle passa toute la semaine à parler de ce qu'elle allait porter et du cadeau qu'elle allait offrir. Pierre l'emmena acheter un joli cadeau et une nouvelle robe, qu'elle choisit avec beaucoup de soin. Le jour de la fête, Pierre déposa Manon chez sa camarade de classe et parla aux parents pendant qu'elle l'attendait. 3 heures plus tard, quand il revint, il trouva une Manon radieuse, qui lui raconta tout ce qui s'était passé, les jeux auxquels ils avaient joué, le gâteau qu'elle avait mangé, les chansons sur lesquelles ils avaient dansé. Il écouta tout avec un sourire aux lèvres, comprenant à quel point ces expériences simples, dont elle avait été privée pendant si longtemps, étaient importantes pour elle. Au fil des semaines, leur routine devint de plus en plus familière. Pierre réduisit sa charge de travail pour être plus présent dans la vie de Manon. Il l'emmenait à l'école tous les matins et la récupérait après, l'aidait avec ses devoirs, cuisinait avec elle, et trouvait également du temps pour des activités récréatives, comme aller au cinéma, au parc, ou simplement rester à la maison à regarder des films, blotti sur le canapé. Il réalisa qu'être père n'était pas seulement une question de subvenir aux besoins de base. C'était être présent dans les moments importants et les routines quotidiennes. C'était écouter attentivement quand elle parlait de sa journée. C'était célébrer chaque petite réussite et, surtout, donner un amour inconditionnel sans rien attendre en retour. Un samedi matin, Pierre se réveilla avec l'odeur des crêpes venant de la cuisine. Quand il descendit, il trouva Manon près de la cuisinière, essayant de retourner une crêpe avec une spatule, la langue sortie en signe de concentration et une expression déterminée sur le visage. « Bonjour, dit-il, surpris. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il.
Manon se tourna avec un sourire fier. Je voulais te préparer le petit déjeuner aujourd'hui. Tu cuisines toujours pour moi. Alors j'ai pensé que c'était à mon tour. Pierre se sentit le cœur réchauffé par ce geste et s'approcha pour voir comment elle s'en sortait. Ça a l'air délicieux. Tu as appris toute seule? Elle secoua la tête. Je t'ai regardé faire plusieurs fois et j'ai mémorisé les étapes, et j'ai aussi cherché un peu sur Internet pour être sûr de tout faire correctement. Pierre fut impressionné par son initiative et l'aida à terminer le petit déjeuner. Quand ils s'assirent à table, il constata que les crêpes étaient vraiment délicieuses. Tu as un grand talent pour la cuisine. Si tu continues comme ça, tu prépareras bientôt des plats encore plus complexes que les miens. Manon sourit fièrement et continua à manger. Après le petit déjeuner, elle demanda s'il pouvait faire quelque chose de spécial ce jour-là. Bien sûr. Que aimerais-tu faire? Elle réfléchit un instant, puis répondit timidement, j'aimerais retourner à la rivière où tu m'as trouvé. Je sais que ça peut paraître étrange, mais j'ai l'impression que je dois y retourner pour boucler la boucle, tu sais? Pour revoir cet endroit, mais cette fois en sachant que je ne suis plus seul et que tout a changé. Pierre fut surpris par cette demande, mais il comprit parfaitement ce qu'elle voulait dire et accepta que c'était une étape importante pour elle de revisiter l'endroit où tout avait commencé. 1 heure plus tard, ils quittèrent la maison et conduisirent sur la même route où Pierre avait trouvé Manon des mois auparavant. Quand ils arrivèrent à l'endroit exact, il gara la voiture, et ils descendirent pour marcher jusqu'à la rive. Le paysage était exactement le même que ce jour-là. Le fleuve coulait lentement, les arbres environnants offraient leur ombre, mais maintenant la scène était complètement différente, car Manon n'était plus seule et abandonnée. Elle était avec quelqu'un qui l'aimait et prenait soin d'elle. Manon resta un long moment à regarder le fleuve en silence. Pierre respecta ce moment, se tenant à ses côtés sans rien dire. Je me souviens d'être assise juste là, dit-elle en montrant un poing sur la rive, et de regarder l'eau en pensant que ce serait si facile de tout laisser derrière moi. Je n'avais plus la force de me battre seule. Il n'y avait plus d'espoir que les choses s'améliorent. Et puis, soudain, tu es apparu, tu as arrêté ta voiture et tu t'es approché. Et c'était comme si quelqu'un avait rallumé la lumière dans mon obscurité. Pierre lui prit la main et la serra doucement. Je suis si reconnaissant d'avoir été là ce jour-là. Je ne peux pas imaginer ce que serait ma vie si je ne m'étais pas arrêté. Si j'avais manqué l'occasion de te rencontrer et de t'avoir dans ma vie. Manon le regarda, les yeux brillants de larmes, mais aussi de bonheur. Je suis si reconnaissante aussi. Tu m'as sauvé de bien plus de manières que simplement me sortir de cet endroit. Tu m'as donné une raison de vivre à nouveau, tu m'as donné de l'amour, une famille et l'espoir que l'avenir pourrait être bon. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Ils restèrent là encore quelques minutes, profitant simplement du moment et de la signification de ce retour. Puis Manon se tourna vers Pierre, son expression plus légère, allons-y. Je crois que j'ai vu tout ce que j'avais besoin de voir. Cet endroit n'a plus de pouvoir sur moi. Pierre sourit et hocha la tête. Ils montèrent dans la voiture et repartirent, laissant le passé derrière eux et se concentrant sur l'avenir qu'ils construisaient ensemble, jour après jour. La semaine suivante, Pierre reçut la nouvelle qui l'attendait avec impatience. L'avocat l'appela pour lui annoncer que le tribunal avait approuvé sa demande de garde permanente. Il était maintenant officiellement le tuteur légal de Manon, ce qui signifiait qu'il n'y avait plus de risque qu'elle soit séparée de lui ou renvoyée dans le système d'accueil si ses parents biologiques se manifestaient. Pierre put à peine contenir son émotion en recevant la nouvelle et se précipita pour aller chercher Manon à l'école et le lui annoncer. Quand elle monta dans la voiture, il avait un grand sourire sur le visage. « Quelque chose de bien est arrivé ?» demanda-t-elle, curieuse. Il hocha la tête, lui prenant la main. « Oui. Le juge a approuvé la garde permanente. C'est officiel maintenant. Tu es ma fille, et rien ni personne ne pourra changer cela. » Manon resta figée une seconde, traitant l'information, puis elle se mit à pleurer de joie, se jetant à son cou. « C'est vrai? Je peux rester avec toi pour toujours ?» Pierre la serra fort, sentant ses propres larmes couler. « Oui, pour toujours. » Ce soir-là, ils célébrèrent dans un restaurant que Manon avait dit vouloir essayer. Elle passa tout le dîner à sourire et à parler de ses projets futurs, maintenant qu'elle savait qu'elle avait une vraie famille. « Je veux un chien, dit-elle. J'en ai toujours voulu un, mais je n'ai jamais pu parce que je ne pouvais pas m'en occuper.
Maintenant que nous sommes une vraie famille, pouvons-nous avoir un chien? Pierre rit de son enthousiasme et accepta que oui, ce week-end, ils iraient dans un refuge animalier et choisiraient un chien qui avait besoin d'un foyer. Manon était si excitée qu'elle put à peine finir son repas. Le samedi suivant, ils se rendirent au refuge animalier de la ville. Manon passa plus d'une heure à regarder tous les chiens et à parler au personnel de chacun d'eux, voulant connaître leur histoire et leur personnalité avant de prendre une décision. Finalement, elle tomba amoureuse d'un chien de taille moyenne avec un pelage brun et des yeux doux, qui avait été trouvé dans la rue quelques mois auparavant. Quand l'employé ouvrit la cage, le chien courut vers Manon et commença à lui lécher le visage, la faisant rire d'une manière que Pierre n'avait jamais entendue auparavant. « C'est lui, je le veux », dit-elle avec conviction. Pierre accepta, remplit les papiers d'adoption et acheta tout ce dont ils avaient besoin pour s'en occuper, de la nourriture, un collier, un lit, des jouets, et tout le reste. Manon nomma le chien Philou. Sur le chemin du retour, elle ne le quitta pas une seconde, le câlinant et le caressant, et le chien répondait avec la même chaleur et le même enthousiasme. Quand ils arrivèrent à la maison, le chiot explora chaque pièce avec curiosité, et Manon le suivit en riant, lui montrant chaque recoin. Pierre observa la scène, le cœur rempli de bonheur, réalisant à quel point cette simple addition à leur famille signifiait pour Manon, qui avait maintenant non seulement un père, mais aussi un compagnon fidèle qu'il aimerait inconditionnellement. Leur vie continua à s'épanouir et à trouver une harmonie encore plus grande. Manon grandit en bonne santé, physiquement et émotionnellement. Les traces de malnutrition avaient complètement disparu. Elle avait pris le poids et la taille appropriée pour son âge. Ses cheveux étaient brillants et toujours bien coiffés. Et surtout, son sourire était constant et sincère. À l'école, elle devint l'une des meilleures élèves de sa classe, toujours engagée et studieuse. Ses professeurs louaient constamment ses progrès et les bons spectaculaires qu'elle avait faits en si peu de temps. Pierre assistait à toutes les réunions et événements scolaires, toujours présent et attentif à chaque détail de la vie académique de sa fille. Manon était fière d'avoir un père aussi attentif et dévoué, et parlait toujours à ses amis des choses qu'ils faisaient ensemble et de combien il était spécial. Un après-midi, Valérie des services de protection de l'enfance appela Pierre et lui demanda de venir à son bureau pour une conversation. Il s'inquiéta, pensant que cela pouvait être lié aux parents biologiques de Manon ou à un problème avec la garde. Mais quand il arriva, Valérie l'accueillit avec un sourire rassurant. « Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de mal. En fait, c'est très bien. Je voulais vous informer personnellement que le cas de Manon est officiellement clos. Ses parents biologiques ont signé des documents renonçant à leurs droits parentaux, ce qui signifie qu'ils ont renoncé à toute prétention sur elle. Et maintenant, si vous le souhaitez, vous pouvez commencer la procédure d'adoption complète. » Pierre fut surpris par la nouvelle, car il ne s'attendait pas à ce que cela se produise si rapidement, mais en même temps, il se sentit immensément soulagé, car cela signifiait que Manon était enfin libérée de son passé douloureux et qu'il pouvait avancer sans aucune ombre planant sur eux. « Oui, je veux commencer la procédure d'adoption. Je veux qu'elle soit ma fille non seulement dans mon cœur, mais aussi officiellement, sur le papier. » Valérie sourit et lui donna les documents nécessaires pour commencer la procédure, expliquant que ce serait beaucoup plus simple que la garde, car les parents biologiques avaient renoncé à leurs droits et que tous les rapports montraient que Manon vivait dans un environnement sain et aimant. Pierre la remercia et partit avec les papiers à la main et un sentiment d'accomplissement sans précédent, sachant que bientôt, Manon porterait officiellement son nom de famille et serait légalement reconnue comme sa fille à tous égards. Quand il rentra à la maison, Manon faisait ses devoirs à la table du salon, Philou couché à ses pieds. Il s'assit à côté d'elle et lui raconta la conversation avec Valérie. Manon arrêta d'écrire et le regarda avec de grands yeux. « Ça veut dire que je porterai ton nom, que je serai officiellement ta fille. » Pierre hocha la tête avec un grand sourire. « Exactement. Et si tu veux, nous pourrons même organiser une petite cérémonie pour célébrer quand tout sera finalisé, inviter nos proches et fêter ce nouveau départ officiel. » Manon posa son crayon et se jeta dans ses bras, le serrant fort. « Oui, je le veux. Je veux que tout le monde sache que tu es mon père et que je suis ta fille. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais une vraie famille. Et maintenant, j'ai la meilleure famille que j'aurais pu imaginer. » Pierre sentit des larmes couler sur ses joues, mais ne tenta pas de les retenir, car c'était un moment de pur bonheur et d'accomplissement, un moment qui montrait que tous les efforts et le dévouement en valaient la peine. Dans les mois qui suivirent, le processus d'adoption se déroula sans accroc. Tous les documents furent approuvés rapidement, et le juge fixa une date pour l'audience finale afin d'officialiser l'adoption.
Le jour de l'audience, Pierre et Manon se rendirent au tribunal, vêtus des tenues spéciales qu'ils avaient choisies ensemble pour l'occasion. Quand ils entrèrent dans la salle d'audience, le juge les accueillit avec un sourire chaleureux. « Bonjour. J'ai lu tout votre dossier et je dois dire que c'est l'une des histoires les plus émouvantes que j'ai rencontrées dans ma carrière. Voir un enfant qui était complètement abandonné devenir une jeune fille saine, heureuse et aimée, grâce aux soins et au dévouement d'un homme qui n'avait aucune obligation de faire quoi que ce soit, mais qui a décidé de tout faire. Cela me redonne foi en l'humanité. » Le juge posa quelques questions formelles à Pierre et Manon, confirmant que tous deux souhaitaient procéder à l'adoption et comprenaient ce que cela signifiait. Quand ils confirmèrent tous les deux, il frappa son marteau et déclara officiellement que l'adoption était finalisée, et que Manon portait désormais le nom de famille de Pierre et avait tous les droits d'une fille biologique. Pierre et Manon sortirent, se serrant dans les bras et souriant de toutes leurs dents. Dehors, leurs proches les attendaient pour célébrer avec eux, Sandrine, la secrétaire qui était là depuis le premier jour, la docteure Catherine, la psychologue qui avait aidé Manon dans sa guérison émotionnelle, et Valérie des services de protection de l'enfance, qui avait joué un rôle clé dans l'organisation de tout, ainsi que quelques camarades de classe de Manon et leurs parents, qui étaient devenus des amis proches de la famille. Tout le monde célébra, prit des photos et partagea ce moment spécial. Manon ne cessait de sourire et de montrer à tout le monde les documents officiels qui prouvaient qu'elle était maintenant officiellement la fille de Pierre. Ce soir-là, ils organisèrent une petite fête à la maison avec leurs amis les plus proches, et pendant le dîner, Pierre porta un toast émouvant. « Je veux remercier tous ceux qui nous ont aidés à en arriver là. Quand j'ai trouvé Manon au bord de la rivière ce jour-là, je n'aurais jamais imaginé que ma vie changerait complètement, mais aujourd'hui, je ne peux pas l'imaginer autrement. Elle m'a appris ce qu'est le véritable amour, ce que signifie se consacrer à quelqu'un sans rien attendre en retour, et elle m'a donné un but plus grand que tout ce que j'avais eu auparavant. Manon, je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire. Et je promets d'être toujours à tes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments, pour te soutenir et t'aimer inconditionnellement. » Manon essuya les larmes qui coulaient sur ses joues et se leva pour serrer Pierre dans ses bras. Toutes les personnes présentes applaudirent, émues par cette scène si belle et si significative. Après le départ des invités, Pierre et Manon s'assirent sur le canapé du salon, se remémorant simplement tout ce qui s'était passé au cours des derniers mois, depuis le jour de leur rencontre jusqu'au moment qui avait officiellement scellé la famille qu'ils avaient construite ensemble. « Tu sais à quoi je pensais ?» dit Manon, rompant le silence confortable. « Si tu avais décidé de ne pas t'arrêter ce jour-là, si tu avais continué ta route comme tu l'aurais probablement fait, je ne serais probablement pas là aujourd'hui. Et tout ce que nous avons construit, tout ce bonheur que nous avons maintenant, n'existerait pas. C'est fou comme un seul choix peut tout changer. » Pierre lui prit la main et hocha la tête, tout à fait d'accord avec sa profonde réflexion. « Tu as tout à fait raison. Un seul choix peut tout changer. Et je suis reconnaissant chaque jour d'avoir fait le bon choix à ce moment-là. Mais tu sais ce qui est encore plus incroyable? C'est que tu as aussi fait un choix important ce jour-là. Tu as choisi de me faire confiance, de accepter l'aide que je t'offrais, et de donner une chance aux choses de changer. Beaucoup de gens dans ta situation auraient refusé par peur ou par méfiance, mais tu as eu le courage de dire oui. Et ce courage a été tout aussi important pour tout ce qui s'est passé ensuite. » Manon n'y avait jamais pensé de cette façon et s'arrêta un instant, réfléchissant à ses paroles, réalisant qu'elle avait en effet fait un choix crucial, si jeune et dans une situation si vulnérable. Ils continuèrent à parler jusque tard dans la nuit, se remémorant comment chacun avait influencé la vie de l'autre et quel était leur projet pour l'avenir, maintenant qu'ils étaient officiellement une famille. Au fil des ans, Manon continua à grandir en bonne santé et heureuse, s'épanouissant à la fois sur le plan scolaire et émotionnel d'une manière que personne n'aurait pu prédire quand elle était dans cet état d'abandon total. Elle devint une adolescente intelligente, responsable et pleine de rêves pour l'avenir, obtenant toujours de bonnes notes à l'école et participant à des activités extrascolaires qui développaient ses compétences sociales et créatives. Pierre ne manqua jamais un spectacle scolaire ou une réunion de parents, toujours présent et attentif aux moments importants et à la vie quotidienne, car il comprenait qu'être père signifiait être là, pas seulement pour les grands événements. Manon devint une jeune femme confiante mais humble, qui n'oublia jamais d'où elle venait et qui était toujours prête à aider les autres qui traversaient des difficultés similaires. Pour son 15e anniversaire, Manon demanda à Pierre un cadeau différent de ce à quoi il s'attendait. Au lieu de demander des choses matérielles, elle demanda d'organiser un événement caritatif dans un foyer pour enfants de la ville, en apportant de la nourriture, des vêtements et des jouets aux enfants qui attendaient une famille. « Je veux faire ça parce que je sais ce que c'est d'avoir besoin d'aide et de n'avoir personne.
j'ai eu la chance que tu apparaisses dans ma vie, mais il y a tellement d'autres enfants qui n'ont pas cette chance, et je veux faire une différence dans leur vie, même si c'est une petite chose. Pierre fut incroyablement ému par la maturité et la compassion de sa fille, et accepta immédiatement d'organiser l'événement, contactant le foyer et demandant des dons à ses amis, collègues et connaissances, qui contribuèrent généreusement à cette noble cause. Le jour de la visite, Pierre et Manon arrivèrent avec une voiture pleine de dons, des boîtes de nourriture non périssables, des vêtements neufs de toute taille, des jouets, des fournitures scolaires et quelques équipements que le foyer avait demandés, comme des ventilateurs et des couvertures. La coordinatrice du foyer les accueillit avec une immense gratitude et invita tous les enfants à rencontrer les visiteurs. Quand Manon vit les enfants de différents âges, certains très jeunes, d'autres déjà adolescents, tous avec cette expression familière de la douleur de l'abandon sur leur visage, son cœur se serra, car elle se revit en eux et se souvint très bien de ce que c'était que d'être dans cette situation. Elle parla à chaque enfant, leur demandant leur nom, leur âge, leur jeu préféré, et leur distribua des jouets et des bonbons qu'elle avait spécialement préparés pour l'occasion. Pierre observa sa fille avec émotion, voyant à quel point elle était devenue généreuse et compatissante, malgré tout ce qu'elle avait traversé. Une petite fille d'environ 6 ans s'approcha de Manon et lui demanda si elle vivait là aussi. Manon s'accroupit à son niveau et lui prit doucement ses petites mains. « Non, je ne vis pas ici. Je suis venue vous rendre visite et vous apporter des choses amusantes. Mais tu sais quoi? J'ai été dans une situation très similaire à la tienne. J'ai été loin de ma famille pendant un certain temps aussi, et je sais à quel point c'est difficile et douloureux. Mais je veux que tu saches quelque chose de très important. Tu n'es pas seul, et il y a beaucoup de gens qui travaillent pour que tout aille bien pour toi. Et un jour, crois-moi, tu trouveras une vraie famille qui t'aimera, tout comme j'ai trouvé la mienne. » La petite fille regarda Pierre, qui se tenait à côté d'elle, et demanda, « C'est lui, ton père ?» Quand Manon le confirma, la fillette sourit avec l'espoir qu'un jour elle aurait la même chance. Avant de partir, Manon parla en privé avec la coordinatrice du foyer et lui dit qu'elle aimerait revenir pour donner des cours aux enfants, les aider avec leurs devoirs, leur lire des histoires ou simplement passer du temps avec eux pour qu'ils ne se sentent pas si seuls. La coordinatrice fut ravie de l'offre et dit que ce serait merveilleux d'avoir une bénévole aussi dévouée, surtout quelqu'un qui comprenait si bien la situation des enfants, ayant vécu des choses similaires. Dans les mois qui suivirent, Manon commença à se rendre au foyer toutes les semaines, apportant toujours quelque chose de spécial, de la nourriture, des jouets, ou simplement sa présence et son attention qu'elle consacrait à chaque enfant. Pierre l'accompagnait toujours, l'aidant autant qu'il le pouvait, et chaque jour, il était plus fier de la personne incroyable que sa fille devenait. Un jour, en rentrant du foyer, Manon était plus silencieuse que d'habitude, regardant par la fenêtre de la voiture avec une expression pensive. Pierre remarqua que quelque chose la préoccupait. « Est-ce que ça va? Tu es très silencieuse. » Elle ne répondit pas tout de suite, et quand elle le fit, sa voix était pleine d'émotion. « Je pensais à quel point tout aurait pu être différent. Si tu ne t'étais pas arrêté ce jour-là, j'aurais probablement fini dans un endroit comme ce foyer, ou pire, je ne serais peut-être même plus là. Et voir ces enfants aujourd'hui m'a fait réaliser à quel point j'ai eu de la chance. Pas seulement d'avoir été trouvé, mais que ce soit toi qui m'aies trouvé. Quelqu'un qui ne s'est pas contenté de me sortir de cette situation, mais qui s'est vraiment soucié de moi, qui m'a aimé et m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour guérir et grandir. Il y a tellement d'enfants qui sont sauvés de situations difficiles mais qui finissent dans des endroits où ils ne reçoivent pas l'amour et l'attention dont ils ont besoin, et j'aurais pu facilement être l'un d'eux. » Pierre dut prendre une profonde inspiration pour contenir son émotion, car la réflexion de Manon montrait à quel point elle avait mûri et à quel point elle comprenait profondément leur parcours. J'y pense aussi parfois. Je me demande à quel point nos vies auraient pu être différentes si ce jour-là ne s'était pas déroulé comme il l'a fait. Mais ce qui est important, c'est que ça a marché, et que nous sommes ici maintenant, ensemble, heureux, et utilisant notre histoire pour faire une différence dans la vie des autres. Et c'est ce qui transforme quelque chose de très douloureux en quelque chose de beau et de significatif. Manon acquiesça, puis dit ce à quoi elle pensait depuis un certain temps. « Papa, je pense que quand je serai grande, je veux travailler avec des enfants vulnérables. Je veux être travailleuse sociale ou psychologue pour enfants. Quelque chose qui me permette d'aider les enfants qui traversent ce que j'ai traversé. J'ai l'impression que c'est ma mission, tu sais, d'utiliser tout ce que j'ai appris de ma propre histoire pour faire une différence dans la vie d'autres enfants. » Pierre sourit fièrement et lui tendit la main pour la lui serrer. « Je pense que tu serais excellente dans ce domaine. Tu as l'expérience,
la compassion et la détermination pour vraiment faire une différence. Et sache que je te soutiendrai dans tout ce dont tu auras besoin pour atteindre cet objectif. Manon lui serra la main et, pour la première fois depuis longtemps, parla de son avenir non pas avec peur ou incertitude, mais avec espoir et enthousiasme, car elle savait qu'elle avait une base solide et quelqu'un qui la soutiendrait toujours dans ses choix. Les années passèrent, Manon grandit, termina le lycée avec d'excellentes notes et reçut plusieurs offres de bourses d'études de prestigieuses universités. Quand vint le moment de choisir sa spécialité, elle n'hésita pas à postuler en psychologie, avec une concentration sur le développement de l'enfant, désireuse de se spécialiser dans un domaine qui lui permettrait d'aider les enfants en situation de vulnérabilité. Le jour de sa remise de diplôme du lycée, Pierre était assis dans le public, regardant Manon monter sur scène pour recevoir son diplôme. Il ressentit une vague d'émotion si forte qu'il dut s'essuyer les yeux plusieurs fois pendant la cérémonie, se souvenant de la petite fille maigre et effrayée qu'il avait trouvée au bord de la rivière des années auparavant, et voyant maintenant une jeune femme confiante et en bonne santé, pleine de projets pour l'avenir. Quand Manon retourna à sa place après avoir reçu son diplôme, elle chercha Pierre du regard dans la salle. Quand leurs regards se croisèrent, elle lui fit un signe de la main, levant son diplôme en souriant. Il répondit par un applaudissement et un pouce levé. Ce moment simple mais significatif résumait parfaitement leur incroyable parcours. Après la cérémonie, ils célébrèrent avec un dîner familial spécial, en présence de Filou, le chien qui, bien que plus âgé maintenant, faisait toujours partie intégrante de la famille. Pendant le dîner, Manon porta un toast émouvant pour remercier Pierre de tout ce qu'il avait fait pour elle. « Papa, je veux te remercier non seulement de m'avoir sauvé ce jour-là, mais aussi pour tous les jours qui ont suivi, pour chaque petit déjeuner que tu as préparé, pour chaque fois que tu m'as emmené à l'école même quand tu étais fatigué, pour chaque rendez-vous chez le médecin, pour chaque devoir où tu m'as aidé, pour chaque larme que tu as essuyée, pour chaque câlin que tu m'as donné quand j'en avais besoin, pour chaque mot d'encouragement que tu as dit quand je doutais. Tu ne m'as pas seulement donné un toit, tu m'as donné de l'amour, de la dignité, de l'espoir et une vie que je n'aurais jamais imaginée. Et je promets d'honorer tout cela en devenant la meilleure personne possible et en aidant les autres comme tu m'as aidé. » À ce moment-là, Pierre pleurait déjà et se leva pour serrer sa fille dans ses bras. Ils restèrent ainsi un long moment pendant que tout le monde autour d'eux applaudissait, ému par cette démonstration sincère d'amour et de gratitude. Quand Manon entra à l'université, elle se consacra à ses études avec la même détermination que toujours, obtenant d'excellentes notes et commençant déjà à faire des stages dans des organisations travaillant avec des enfants vulnérables. Et chaque expérience confirmait que c'était bien le domaine qu'elle devait poursuivre. Pierre resta aussi impliqué que jamais. Même si Manon était adulte, il était toujours le père dévoué et attentif qu'il avait toujours été. Il était toujours là pour parler quand elle avait besoin de conseils, pour soutenir ses décisions et pour célébrer ses réussites. En troisième année d'université, Manon dut rédiger une thèse, et elle décida d'écrire sur la résilience chez les enfants qui avaient subi un abandon et sur la manière dont une adoption adéquate pouvait complètement changer leur avenir. Pour rédiger son travail, elle ne se basa pas seulement sur les théories étudiées, mais aussi sur sa propre expérience, racontant son histoire d'une manière à la fois académique et profondément personnelle. Quand le travail fut présenté à l'université, plusieurs professeurs furent si émus par la profondeur et l'authenticité du récit que l'un d'eux lui suggéra de l'adapter en un article pour une revue scientifique spécialisée, ce qui pourrait aider d'autres professionnels à mieux comprendre l'importance d'une adoption humaine et aimante dans le processus de guérison des enfants traumatisés. Manon fut inspirée par cette suggestion et commença à travailler sur l'adaptation de son travail en un article scientifique. Pierre l'aida, révisant le texte et lui donnant des conseils quand elle le lui demandait. Quelques mois plus tard, l'article fut accepté pour publication, et quand Manon reçut la nouvelle, elle courut l'annoncer à Pierre, qui travaillait à la maison dans son bureau. « Papa, tu ne vas pas le croire. L'article a été accepté, il va être publié dans une revue, et il va aider les gens à comprendre l'importance de ce que tu as fait pour moi. » Pierre se leva et serra Manon dans ses bras, fier non seulement de sa réussite scolaire, mais surtout de voir comment elle avait réussi à transformer sa douleur en quelque chose de constructif qui pouvait aider les autres. « J'ai toujours su que tu ferais de grandes choses. Et ce n'est que le début, j'en suis sûr. » Manon se recula et le regarda dans les yeux avec une expression sérieuse, comme si elle allait dire quelque chose d'important. « Papa, je voulais te demander quelque chose. Dans l'article, je raconte mon histoire, mais je n'utiliserai pas nos vrais noms pour des raisons éthiques. Mais je voudrais te dédier l'article publiquement, en utilisant ton vrai nom, car tu mérites d'être reconnu pour ce que tu as fait. Tu m'as sauvé la vie et tu l'as complètement changée, et je veux que le monde le sache.
Es-tu d'accord? Pierre fut si ému par cette demande qu'il hocha la tête, sans voix, se contentant de la serrer à nouveau dans ses bras et de laisser couler ses larmes. Quand l'article fut publié, Manon en acheta plusieurs exemplaires et les distribua à ses proches. Elle en envoya également un au foyer où elle faisait du bénévolat, afin que les enfants et le personnel puissent le lire et comprendre qu'il y a toujours de l'espoir, même dans les situations les plus difficiles. L'histoire de Manon et Pierre commença à être connue après la publication de l'article. Certaines personnes du secteur des services sociaux commencèrent à les contacter, invitant la presse à des conférences et à des événements, pour parler de l'importance de l'adoption humanisée. Après de nombreuses discussions, ils décidèrent d'accepter les invitations, croyant qu'en partageant leur histoire, ils pourraient inspirer d'autres personnes à faire le même choix que Pierre avait fait au bord de la Loire ce jour-là. La première conférence eut lieu lors d'un événement pour les travailleurs sociaux de la région, et Pierre et Manon montèrent ensemble sur scène pour raconter leur histoire depuis le début, chacun de son point de vue, illustrant comment cette rencontre avait profondément changé leur vie. Manon parla de ce que c'était que d'être complètement abandonnée, de la peur et de la solitude qu'elle ressentait chaque jour, de la façon dont elle était arrivée au point de ne plus vouloir vivre et de la façon dont la décision de Pierre de s'arrêter et de l'aider lui avait littéralement sauvé la vie. Pierre partagea ce qu'il avait ressenti en voyant cet enfant solitaire, sa décision de ne pas continuer sa route, les défis de s'occuper d'un enfant traumatisé sans aucune expérience, et comment cela s'était avéré être la meilleure décision de sa vie. Quand ils eurent fini de parler, toute la salle se leva pour les applaudir, et ensuite, de nombreuses personnes vinrent les remercier d'avoir partagé une histoire aussi puissante et inspirante. Dans les années qui suivirent, Manon termina l'université et commença à travailler comme psychologue pour enfants dans une organisation qui aidait les enfants en situation de vulnérabilité, faisant exactement le travail dont elle avait toujours rêvé et utilisant toute l'expérience et les connaissances qu'elle avait acquises grâce à ses études et à son vécu pour aider chaque enfant de la meilleure façon possible. Pierre approchait de la retraite et commença à réduire sa charge de travail pour avoir plus de temps pour ses activités préférées. L'une de ses plus grandes joies était de suivre le travail de Manon et de voir l'impact positif qu'elle avait sur la vie de tant d'enfants. Un jour, Manon rentra du travail, l'air fatigué mais satisfait, et s'assit sur le canapé à côté de Pierre, qui regardait la télévision avec Philou sur ses genoux. « Journée difficile ?» demanda-t-il, et elle hocha la tête, appuyant sa tête sur son épaule. C'était intense. J'ai travaillé avec une fille qui est dans une situation très similaire à la mienne quand tu m'as trouvé. Elle est seule, sans abri, elle ne fait confiance à personne. Et quand je l'ai regardée dans les yeux, je me suis revu des années en arrière, et c'était incroyablement douloureux. Mais en même temps, cela m'a donné encore plus envie de l'aider, parce que je sais exactement ce qu'elle ressent et ce qu'elle a besoin d'entendre. Pierre passa un bras autour de ses épaules et la serra contre lui. « Et que lui as-tu dit ?» Manon prit une profonde inspiration avant de répondre. « Je lui ai dit que je savais ce qu'elle ressentait parce que j'avais vécu la même chose. Je lui ai dit que je savais ce que c'était de sentir que personne ne se souciait de vous et que les choses ne s'amélioreraient jamais. Mais je lui ai aussi dit que ce n'était pas vrai, qu'il y avait des gens qui se souciaient, et que les choses pouvaient s'améliorer si elle laissait ces gens l'aider. Et je lui ai raconté un peu de mon histoire, comment je pensais aussi qu'il n'y avait plus d'espoir, mais que quelqu'un était apparu et avait tout changé, et que j'étais là maintenant, vivante, en bonne santé et heureuse, et qu'un jour elle le serait aussi si elle n'abandonnait pas. » Pierre lui serra doucement l'épaule. « Et qu'a-t-elle dit ?» Manon sourit pour la première fois depuis son arrivée. Elle n'a rien dit à ce moment-là, mais quand la séance s'est terminée et qu'elle est partie, elle s'est retournée, m'a regardé avec des yeux pleins de larmes et a murmuré très doucement « Merci ». À ce moment-là, j'ai su que j'avais planté une graine d'espoir en elle, tout comme tu en avais planté une en moi il y a toutes ces années. Et ça, papa, c'est le meilleur sentiment du monde. Le cœur de Pierre se remplit de fierté et d'émotion en entendant cela, car il réalisa que le cycle s'était bouclé de la manière la plus belle et la plus significative possible. Manon n'avait pas seulement été sauvée, elle sauvait maintenant les autres, transmettant l'amour et les soins qu'elle avait reçus, et multipliant l'impact de la décision que son père avait prise des années auparavant sur cette rive. Ils restèrent assis en silence confortable quelques minutes, profitant simplement de la compagnie de l'autre. Puis Manon dit ce qu'elle avait en tête depuis un certain temps. « Papa, j'ai pensé à écrire un livre, pas un article scientifique comme la dernière fois, mais un vrai livre, racontant toute notre histoire depuis le jour où tu m'as trouvé jusqu'à aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gens ont besoin d'entendre cette histoire, pas seulement les professionnels, mais les gens ordinaires. Parce que parfois, les gens ne réalisent pas l'impact qu'un seul acte peut avoir sur la vie de quelqu'un.
il y a des gens qui sont confrontés à des situations difficiles tous les jours mais qui ne font rien parce qu'ils pensent que cela ne fera pas de différence ou parce qu'ils ont peur de s'impliquer. Mais notre histoire montre que vous n'avez pas besoin d'être un super-héros pour changer le monde. Il suffit d'être humain et de choisir d'agir quand on voit quelqu'un qui a besoin d'aide. Pierre réfléchit un instant, puis hocha la tête, d'accord avec l'idée. Je pense que ce serait très important. Et si tu décides de l'écrire, tu peux compter sur mon aide pour tout ce dont tu as besoin, que ce soit pour te souvenir des détails, pour la relecture, ou quoi que ce soit d'autre. Cette histoire est la nôtre, et si la partager peut aider les autres, alors cela en vaut la peine. Manon sourit et le serra dans ses bras. Dans les mois qui suivirent, elle commença à écrire le livre pendant son temps libre, rédigeant chaque chapitre avec soin et tendresse, se remémorant les souvenirs douloureux mais aussi chérissant toutes les réalisations et les moments de bonheur qu'ils avaient partagés. Elle interviewa Pierre plusieurs fois pour mieux comprendre son point de vue sur chaque étape de leur parcours, et parla également à certaines des personnes qui avaient joué un rôle clé dans le processus, comme Valérie des services de protection de l'enfance, la docteure Catherine, la psychologue, et la docteure Nathalie, la médecin qui l'avait soignée au début. Toutes partagèrent leur propre perspective sur la façon dont elles avaient vu cette transformation se produire. L'écriture du livre fut un processus très émouvant pour Manon, car cela l'obligea à revisiter des moments de profonde douleur dans sa vie. Mais en même temps, ce fut thérapeutique, lui permettant de voir tout en perspective et d'apprécier sa propre croissance et son dépassement de tous les défis. Pierre fut à ses côtés tout au long du processus, lisant chaque chapitre qu'elle écrivait et lui offrant un soutien émotionnel quand elle en avait besoin, car il savait qu'il y avait des jours plus difficiles que d'autres et que parfois elle avait besoin de pleurer et de parler avant de pouvoir continuer à écrire. Après un an de travail acharné, le manuscrit était enfin terminé, et Manon l'envoya à plusieurs maisons d'édition, expliquant l'idée derrière le livre et pourquoi elle croyait que cette histoire devait être racontée. À sa grande surprise, plusieurs éditeurs montrèrent un intérêt immédiat, et après avoir examiné toutes les propositions, elle en choisit une qui avait de l'expérience dans la publication d'histoires vraies inspirantes et qui partageait sa vision de l'impact que ce livre pourrait avoir. Le processus d'édition et de publication prit encore quelques mois, mais finalement, le livre fut lancé lors d'une cérémonie émouvante, en présence de Manon et Pierre, et de nombreuses personnes qui leur étaient chères. Quand Manon tint le livre imprimé dans ses mains pour la première fois, elle ne put retenir ses larmes, car ce n'était pas seulement une œuvre littéraire, mais la matérialisation de tout un parcours de dépassement et de transformation. Le livre devint rapidement un succès, d'abord grâce aux critiques positives des lecteurs, qui étaient émus par l'histoire, puis à travers des articles de journaux et de magazines qui mettaient en avant le message puissant d'espoir et de compassion qu'il transmettait. Et enfin, grâce à des invitations à des émissions de télévision et de radio, où Manon et Pierre étaient interviewés et partageaient leurs expériences en direct. L'une des interviews les plus mémorables eut lieu dans une émission de télévision populaire, où le présentateur, visiblement ému, demanda à Pierre ce qui lui était passé par la tête quand il avait vu Manon seule sur la rive et avait décidé de s'arrêter. Pierre resta silencieux un instant avant de répondre, voulant être aussi honnête et précis que possible. « Je pense que la simple pensée qui m'a traversé l'esprit était que c'était mal, dit-il. Voir un enfant seul et visiblement en détresse, c'est tout simplement mal. Et je ne pouvais pas simplement ignorer cela et continuer ma vie comme si de rien n'était. Ce n'était pas une décision rationnelle ou planifiée. C'était une impulsion viscérale qui me disait de m'arrêter et de faire quelque chose. Et aujourd'hui, avec le recul, je réalise que c'était le moment le plus important de ma vie. Non pas à cause d'une quelconque réussite professionnelle ou financière, mais parce que c'est le moment où j'ai compris ce que cela signifiait vraiment d'aimer quelqu'un inconditionnellement et de faire une différence dans sa vie. » Le présentateur se tourna ensuite vers Manon et lui demanda « Comment vous sentez-vous en revivant toute cette histoire à travers le livre et les interviews ? Est-ce douloureux ou, au contraire, libérateur ?» Manon prit une profonde inspiration avant de répondre « C'est les deux. C'est douloureux parce que cela me rappelle des moments de ma vie qui ont été incroyablement difficiles. Des moments où j'ai touché le fond de la souffrance et où je ne savais pas si j'allais survivre. Mais c'est aussi libérateur parce que cela me montre tout le chemin que j'ai parcouru, tout ce que j'ai surmonté, et comment ma vie a été complètement transformée grâce à une personne qui a décidé de ne pas m'ignorer. Et surtout, c'est gratifiant parce que je sais qu'en partageant cette histoire, je peux inspirer d'autres personnes à faire le même choix que mon père a fait de ne pas détourner le regard quand on voit quelqu'un dans le besoin. Et si je peux inspirer ne serait-ce qu'une seule personne à agir, alors tout cela en aura valu la peine, car cela signifiera qu'un autre enfant aura la chance d'avoir une vie meilleure, tout comme moi. Les ventes du livre dépassèrent toutes les attentes, et en quelques mois,
il figura sur la liste des best-sellers nationaux. Manon commença à recevoir des messages émouvants de lecteurs partageant l'impact que l'histoire avait eu sur eux. Certains écrivaient qu'ils avaient été inspirés à devenir parents d'accueil, d'autres qu'ils avaient commencé à faire du bénévolat auprès d'enfants vulnérables, et d'autres encore partageaient leurs propres histoires de dépassement et de gratitude. Un message en particulier toucha le cœur de Manon. Il venait d'une femme qui, en lisant le livre, s'était reconnue dans l'histoire, car elle avait été une enfant abandonnée des années auparavant. Mais contrairement à Manon, elle n'avait jamais rencontré quelqu'un comme Pierre et avait grandi dans le système d'accueil, passant par de nombreuses familles et institutions. Lire l'histoire était à la fois douloureux pour elle, car cela lui montrait ce qu'elle aurait pu avoir, et guérisseur, car cela l'aidait à traiter sa propre douleur et à comprendre qu'elle n'était pas responsable de ce qui lui était arrivé. La femme terminait son message en disant que, inspirée par l'histoire de Manon et Pierre, elle avait décidé de devenir mère d'accueil et était maintenant en train d'adopter une fillette de 8 ans dans une situation similaire, voulant donner à cet enfant l'amour et les soins qu'elle n'avait pas reçus. Manon montra ce message à Pierre, et ils furent tous deux émus de réaliser que l'histoire suscitait une réaction si puissante, inspirant les autres à agir et à créer de nouvelles histoires d'amour et de dépassement qui, à leur tour, en inspireraient d'autres. Dans les années qui suivirent, Manon continua à travailler comme psychologue pour enfants, mais commença également à consacrer une partie de son temps à des conférences et à des événements liés au livre, diffusant toujours le message que de petits gestes peuvent avoir de grandes conséquences et que choisir d'aider ceux qui sont dans le besoin est toujours le bon choix. Pierre prit finalement sa retraite et commença à consacrer son temps libre à soutenir le travail de Manon et à faire du bénévolat dans des foyers pour enfants, utilisant son expérience pour guider d'autres adultes qui envisageaient d'adopter ou d'accueillir des enfants vulnérables. Un jour particulier, exactement 15 ans après leur rencontre au bord de la rivière, Manon et Pierre décidèrent de retourner à l'endroit qui avait été le point de départ de tout. Ils conduisirent sur la même route, se rendirent à la rive et restèrent là en silence quelques minutes, observant simplement le fleuve qui coulait aussi paisiblement que toujours, indifférent à toutes les histoires humaines qui se déroulaient autour de lui. Manon regarda l'endroit exact où elle s'était assise 15 ans auparavant, petite et perdue, sans espoir ni force pour continuer. Puis elle regarda l'homme à côté d'elle, celui qui avait décidé de s'arrêter et de changer complètement le cours de leur vie. « Tu sais ce qui est incroyable ?» dit-elle, rompant le silence. Si quelqu'un m'avait dit ce jour-là que 15 ans plus tard, je serais de retour ici, mais maintenant comme une adulte accomplie, heureuse avec une carrière que j'aime, une famille que j'adore, et ayant publié un livre qui a aidé des milliers de personnes, je ne l'aurais jamais cru. Je ne pouvais pas imaginer l'avenir, je ne pouvais pas voir au-delà de cette douleur et de cette solitude. Pierre lui prit la main et la serra avec la même tendresse que toujours. Et regarde où tu es maintenant. Tu n'as pas seulement survécu, tu t'es épanouie de la manière la plus belle qui soit, devenant une femme extraordinaire qui fait une différence dans la vie de tant de gens. J'ai toujours su que tu étais spéciale dès le premier instant où j'ai regardé dans tes yeux, mais voir tout ce que tu es devenu a dépassé même mes attentes les plus folles. Manon sourit et appuya sa tête sur son épaule. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. Tu m'as sauvé de toutes les manières possibles, et je ne pourrai jamais assez te remercier pour ça. Pierre secoua la tête et se tourna pour la regarder dans les yeux. Tu n'as pas à me remercier. Tu m'as donné autant que je t'ai donné, peut-être même plus. Tu m'as appris ce qu'est le véritable amour, tu m'as appris ce qui est vraiment important dans la vie, tu m'as donné un but que je ne savais même pas qu'il me manquait. Ma vie était vide avant que tu n'y entres. J'avais du succès professionnel et de l'argent, mais rien ne remplissait vraiment mon cœur. Et puis tu es arrivé et tu as tout changé, tu m'as transformé en père, tu m'as appris à aimer inconditionnellement, tu m'as montré que le vrai bonheur réside dans les relations, pas dans les réalisations matérielles. Alors, en réalité, c'est moi qui devrais te remercier. Ils restèrent là un peu plus longtemps, profitant simplement de ce moment symbolique de retour aux sources. Et puis Manon eut une idée. Plantons quelque chose ici, un arbre ou quelque chose, pour marquer cet endroit et tout ce qu'il représente. Pierre adora l'idée et accepta immédiatement. La semaine suivante, ils retournèrent au même endroit avec un jeune arbre qu'ils avaient soigneusement choisi, une espèce forte et résistante qui deviendrait grande et donnerait de l'ombre et des fruits. Ils le plantèrent au bord de la rivière, avec une petite plaque indiquant la date, le jour de leur rencontre et le jour de la plantation en marquant le début et la continuation d'une histoire d'amour et de dépassement. Dans les années qui suivirent, chaque fois qu'ils en avaient l'occasion, ils retournaient à la rivière pour voir l'arbre grandir. Et chaque fois, en le voyant un peu plus grand et plus fort, ils se souvenaient de leur propre parcours et de la façon dont ils avaient grandi et s'étaient renforcés ensemble. Finalement,
Manon rencontra quelqu'un de spécial, un collègue qui partageait ses valeurs et sa passion pour aider les enfants vulnérables. Après plusieurs années de relation, ils décidèrent de se marier. Pierre conduisit Manon à l'hôtel le jour de son mariage, le cœur rempli d'émotion et de fierté. En la confiant au marié, il lui murmura quelque chose que seule elle entendit. « Je t'aime plus que les mots ne peuvent le dire, et je suis le père le plus fier du monde. » Manon répondit en larmes. « Je t'aime aussi, papa. Merci pour tout. » La cérémonie fut belle et émouvante, et pendant son discours, Manon parla ouvertement de son parcours et du rôle crucial que Pierre avait joué pour l'amener à ce moment de bonheur. Et il n'y avait pas une seule personne dans la salle qui ne fut pas émue par ses paroles. Des années plus tard, Manon et son mari décidèrent qu'ils voulaient avoir des enfants. Mais contrairement à ce que beaucoup attendaient, ils choisirent d'adopter au lieu d'avoir des enfants biologiques, car Manon voulait transmettre l'amour et l'opportunité qu'elle avait reçue. Elle voulait donner à un enfant en situation de vulnérabilité la même chance que Pierre lui avait donnée. Quand elle annonça sa décision à Pierre, il fut profondément ému et dit qu'il soutenait pleinement leur choix et offrit son aide pour tout ce dont ils auraient besoin pendant le processus. Le processus d'adoption prit un certain temps, mais ils furent finalement présentés à un garçon de 7 ans nommé Léo, dont l'histoire d'abandon et de souffrance était très similaire à celle de Manon. La première fois qu'elle regarda dans les yeux de ce garçon, son cœur se serra, car elle se revit en lui et sut instantanément qu'ils étaient destinés à être une famille. Léo vint vivre avec Manon et son mari, et le processus d'adaptation commença. Comme prévu, ce fut difficile au début, car le garçon avait les mêmes barrières émotionnelles et les mêmes peurs que Manon avait eues des années auparavant. Mais elle savait exactement ce qu'il ressentait et comment l'aider, car elle l'avait vécu elle-même. Pierre visitait la famille fréquemment et développa une belle relation avec Léo, devenant non seulement un grand-père, mais aussi une figure de stabilité et de soutien dans le processus de guérison du garçon. Un soir, pendant un dîner de famille, Léo demanda à Manon si elle avait été adoptée aussi, car un enfant à l'école avait dit que seuls les enfants non désirés étaient adoptés, et cela l'avait laissé confus et triste. Manon lui prit la main et le regarda dans les yeux avec toute la tendresse qu'elle ressentait. « Oui, Léo, j'ai été adoptée aussi. Et tu sais ce que j'ai réalisé. Être adopté ne signifie pas que personne ne vous voulait. Cela signifie que quelqu'un vous a choisi d'une manière très spéciale. J'avais 8 ans quand mon père m'a trouvé et m'a adopté. Et ce fut le jour où ma vie a complètement changé, car pour la première fois, j'avais quelqu'un qui m'aimait et se souciait vraiment de moi. Et maintenant, ton père et moi faisons la même chose avec toi. Nous t'avons choisi parce que nous t'aimons et parce que nous voulons que tu aies une vie heureuse et pleine d'amour. » Léo regarda Pierre, qui était assis de l'autre côté de la table. « Et c'est vous, le père qui l'a adopté ?» Pierre hocha la tête avec un sourire. « Oui. Et je peux te dire que c'était la meilleure décision de ma vie. Elle m'a appris ce que c'est que d'être un vrai père. Et maintenant, tu as beaucoup de chance de l'avoir comme mère, car c'est la meilleure personne que je connaisse, et elle prendra très bien soin de toi. » Léo réfléchit un instant, puis sourit, un sourire timide mais plein d'espoir, qui montrait qu'il commençait à croire que les choses pouvaient vraiment être meilleures. Dans les mois et les années qui suivirent, Léo s'ouvrit émotionnellement, suivant un chemin de guérison très similaire à celui que Manon avait parcouru des années auparavant. Toute la famille observa cela avec émotion, car cela montrait que le cycle d'amour et de soins se poursuivait, se transmettant de génération en génération et multipliant l'impact de la décision que Pierre avait prise il y a si longtemps. Quand Léo eut 10 ans, il était complètement intégré à la famille, heureux, en bonne santé et plein de rêves pour l'avenir. Un après-midi, il demanda à Pierre de lui raconter à nouveau l'histoire de la façon dont il avait trouvé Manon, car il voulait mieux comprendre comment tout avait commencé. Pierre s'assit sur le canapé avec Léo et lui raconta toute l'histoire, du début à la fin, depuis le moment où il avait vu la fillette solitaire au bord de la rivière jusqu'à aujourd'hui. Léo écouta avec une attention absolue, les yeux brillants à chaque détail. Quand Pierre eut fini, Léo marqua une pause, laissant tout s'imprégner, puis dit quelque chose qui émut toutes les personnes présentes. « Donc, si vous ne vous étiez pas arrêté ce jour-là, Manon ne serait pas là. Et si elle n'était pas là, elle ne m'aurait pas adopté, et je serais toujours seul. Donc, en réalité, vous avez sauvé 2 personnes, pas une seule. » Pierre sentit des larmes monter à ses yeux, car il n'y avait jamais pensé de cette façon. Mais Léo avait tout à fait raison. Cette seule décision avait déclenché une chaîne d'événements qui avait profondément affecté d'innombrables vies. Les années passèrent, et Pierre vieillit en bonne santé,
entouré de l'amour de la famille qu'il avait construite, une famille qui n'avait pas de lien de sang, mais qui était unie par des liens d'amour bien plus forts et plus significatifs. Il vécut pour voir Léo grandir et devenir un jeune homme incroyable. Il vécut pour voir Manon atteindre tous les objectifs professionnels qu'elle s'était fixés et devenir une experte dans son domaine de la psychologie infantile. Il vécut pour voir le livre de Manon devenir un classique sur le dépassement de l'adversité et inspirer des milliers de personnes à travers le pays. Et surtout, il vécut chaque jour avec la certitude d'avoir fait le bon choix, ce jour lointain, lorsqu'il avait arrêté sa voiture au bord de la rivière. Un jour paisible, alors qu'il avait plus de 80 ans, Pierre était assis dans son jardin, observant Manon jouer avec Léo et ses amis. Il pensait au chemin parcouru, aux choix faits, aux personnes aimées, et ressentit une profonde paix envahir son âme, sachant qu'il avait vécu une vie pleine de sens et de but. Manon s'approcha et s'assit à côté de lui prenant doucement la main. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle. Pierre lui sourit. « Je pense à la façon dont tout a commencé et comment nous en sommes arrivés là. Je pense à la fillette effrayée que j'ai rencontrée au bord de la rivière et à la femme incroyable qu'elle est devenue. Je pense à toutes les vies qui ont été touchées par une seule décision, et je suis reconnaissant d'avoir eu la clarté de faire le bon choix à ce moment-là. » Manon appuya sa tête sur son épaule, comme elle le faisait depuis son enfance. « Tu as changé ma vie de toutes les manières imaginables, papa. Tu m'as donné de l'amour, de la dignité, de l'espoir, une famille, un avenir, tout. Et maintenant, je le transmets. Et Léo le fera aussi, le moment venu. Et ainsi, la chaîne de bonté continuera à se répandre et à toucher de plus en plus de vies. Et tout a commencé avec toi, avec ta gentillesse et ton courage de ne pas détourner le regard quand tu as vu quelqu'un dans le besoin. » Pierre lui serra la main, et ils restèrent assis en silence confortable, profitant simplement de ce moment parfait, entourés de la famille qu'ils avaient construite, et avec la certitude que le véritable amour a le pouvoir de transformer des vies et de créer un héritage qui transcende le temps. L'histoire qui avait commencé des années auparavant sur cette rive, avec une rencontre improbable entre un homme solitaire et une fillette abandonnée, s'était transformée en quelque chose de bien plus grand que ce qu'ils auraient pu imaginer. C'était devenu une profonde leçon de compassion, sur l'importance de ne pas ignorer la souffrance des autres, sur la façon dont un seul acte d'amour peut créer des ondulations qui se propagent, touchant et changeant d'innombrables vies. Et alors que le soleil se couchait sur cette soirée paisible, Pierre et Manon restèrent ensemble, père et fille, unis non par le sang mais par quelque chose de bien plus puissant, unis, bien sûr, par l'amour qui les avait sauvés tous les deux et qui continuerait à en sauver tant d'autres à travers leur histoire et leur exemple.